Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés. À ma droite, monsieur Nicolas Pierre Mas, demi-représentant du Québec aujourd'hui, parce qu'il n'est pas tout seul, accompagné par ma propre personne, monsieur Léo Sartel, créateur de contenu à mes heures perdues. Aujourd'hui, un épisode très particulier. On est à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique, et on accueille monsieur Ben Saint-Just, cornerback dans la NFL depuis maintenant 3 ans. Exact. Ouais. Et Montréalais. Lavallois, faut préciser. C'est important. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Ça fait très plaisir. Avec plaisir. Merci de m'avoir sur le podcast. Yes. C'est fou. On est à... Déjà, c'est ton anniversaire. Dites tous joyeux anniversaire à Ben dans les commentaires. Et surtout, on est à 2 jours du premier match de la saison. Yes. Vous affrontez les Arizona Cardinals chez vous. Donc, ça va être incroyable. Merci de prendre le temps d'être avec nous. On est très contents. Yes. Dans ce podcast, on parle un peu de foot, mais pas que. Donc, te mets pas de barrière. Tu peux parler de ce que tu veux, ce qui te plaît, ce qui te fait envie, ce qui te fait vibrer. C'est l'important. On veut apprendre à connaître l'homme plus que le joueur de foot. Mais on va quand même commencer par ta carrière, par retracer un peu d'où tu viens, où tu as grandi, comment tu as commencé le foot. Nick, vas-y, je te laisse l'introduire. Bête. Oui, donc comme Léo a si bien dit, c'est Sans Stress Podcast. Donc, on veut pas que ça fasse comme une interview, c'est vraiment une conversation. Fait que, lâche-toi là, c'est n'importe quelle anecdote, tu peux. Puis si c'est trop croustillant, on a un Patreon. Fait qu'on va... ça va pas aller au full t'inquiète pas. Ouais, parfait. Mais commençons avec le commencement. Right? Ben, tu as commencé le foot à Laval, je présume. Ouais, ben dans le fond, j'ai joué à Laval dans ma carrière, mais quand j'ai commencé, dans le fond, moi, je suis né à Montréal. J'ai resté à Montréal-Nord jusqu'à 8 ans. Puis j'ai déménagé sur la Rive-Nord. J'ai commencé avec les Wildcats de Laurentides la Naudière à 9 ans. Wow. Puis ça, je pense qu'on commençait à pratiquer à Rosemère, qui était juste à côté de Sainte-Rose, genre l'autre côté de la rivière. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer avec eux. OK. Puis est-ce que dès le début, toi, quand tu commences le foot, est-ce que tu vois déjà que c'est un sport avec lequel tu vas continuer ou au début, c'est juste une... Est-ce que tu réalises que tu es bon rapidement, que ça te passionne ou c'est juste une activité comme ça? Ouais, ben dans le fond, c'était un mix des deux. J'ai grandi dans une famille où ma mère, elle adorait le sport. Mon père a joué 2 sports, a joué basket, Team Québec, football et tout ça. Okay. Puis, dans le fond, le sport a toujours été quelque chose qui a été mis d'emphase dans notre famille. Donc, que ce soit hockey, soccer, football, n'importe quoi, on devait, moi et mon frère, on devait faire un sport. Donc, on faisait un peu de tout, mais j'avais pas encore eu la piqûre de vouloir jouer au foot pour le reste de ma vie en tant que carrière. Je vais juste jouer au foot pour le fun. J'étais rapide, mais j'étais beaucoup plus petit qu'en ce moment. J'étais petit quand j'ai commencé, mais j'aimais ça. Puis je le faisais parce que justement, mon père avait joué au foot, puis je voulais comme honorer mon père, lui montrer que je suis ses pas et tout ça. Fait que tu dis que tu as joué au hockey aussi. Ouais, mais dans le fond, j'ai joué au c'est exactement en tant que Canadien. C'est ça que je dis à tous mes coéquipiers. Ils me disent, t'as joué au hockey jusqu'à 14 ans. Je dis, ben, les hivers sont longs. Nos hivers commencent début octobre, puis ça traîne jusqu'à avril. Juin. C'est ça, ça traîne jusqu'à juin. Donc, si tu fais pas un sport d'hiver comme, moi, j'ai skié toute ma vie. Oh, j'ai joué au hockey. Pas mal tous les sports d'hiver, je les ai faits. Puis, en ce moment, je regarde, je me compare à d'autres joueurs américains, puis je vois un peu la différence de comment on a grandi. Souvent, les joueurs américains de la Floride, Texas, Californie ont toujours fait de l'athlétisme, track and field, basketball. Moi, j'ai joué au hockey. Puis là, je vois un peu, OK, comment un DB, un demi-défensif de 6 pieds 3, 205 livres, capable de bouger aussi rapidement, agile. Là, j'ai fait des mathématiques, j'ai dit, OK, si je suis capable de surveiller un joueur sur la patinoire en patinant de derrière, puis arrêter on a dime, comme on dit, arrêter sec, tourner, défendre, puis l'agilité de voir la rondelle et tout ça. Là, je me dis, OK, c'est ça que la transition de jouer au hockey jusqu'à demi-défensif, c'est là que ça me rend rare en tant que joueur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui disent, moi, j'ai joué 14 ans au hockey en grandissant. Personne qui dit ça dans la NFL. Non, c'est sûr. Est-ce que maintenant que tu es dans la NFL, tu peux continuer à skier ou tu as fini c'est une bonne question, ça. Ouais, c'est ça. Techniquement, je pense que la plupart de ces sports-là sont dans notre contrat que tu peux pas faire ça. Je pense pas que j'ai ça dans mon contrat en tant que... On a un loophole. C'est ça. Ouais. Je pense pas que j'ai ça dans mon contrat spécifiquement. Ça se passe peu que quand je vais renouveler mon contrat, puis là, ils me donnent beaucoup plus de millions, ils vont dire, OK, là, tu peux pas faire ci, ça, whatever. Mais je pense que le fait que je l'ai fait toute ma vie,
je sais quoi faire, je sais quoi pas faire. Tu sais, je fais plus de double tricks. diamant puis les pistes de double diamond, black diamond. Tu sais, je prends ça relax avec ma femme. C'est puis juste détente, Yeah, etc. exact. Fun fact, moi, c'est même pas un contrat, c'est une licence que je signe en France. Ouais. Il y a écrit que c'est interdit que je fasse du ski. Pourtant, c'est parce qu'il est sur les... Non, mais ça, j'ai pas envie de le dire, ça, c'est secret. On s'auto-snitch sur ce podcast. Mais c'est sûr que ton passé de hockeyeur, du coup, ça t'aide à te démarquer, comme tu as dit. Ça t'a amené une vision aussi, je pense, une autre vision. Est-ce qu'à un moment, tu as hésité à continuer le hockey? Et si oui, pourquoi tu as choisi d'aller au foot? Ouais, ben dans le fond, qu'est-ce qui t'est arrivé avec le hockey, c'est que c'était trop cher. C'était un sport qui est cher. C'est un sport qui, en tant que jeune, les pratiques sont comme à 6 heures du matin. Oh, wow. Puis, c'est une culture aussi qui est très différente au Québec. C'est quelque chose que pas mal tout le monde joue au hockey. Comment on pourrait dire ça? Le processus côté éducatif est très forgé pour que tous les jeunes qui jouent au hockey peuvent aller au cégep, faire l'école à distance, puis après se faire repêcher, tout ça. Mes parents aimaient pas trop ça, puis on n'avait pas l'argent vraiment pour changer les patins, les coudes, les genoux, les épaulettes, toutes les affaires. Le football, c'était un peu meilleur. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses que les gens disaient « Ah, ben, c'est physique ou tout ça. » C'est pour ça que j'ai commencé à jouer au soccer aussi en premier. J'ai joué 3 ans au soccer parce que ma mère était comme tu vas commencer à construire ton esprit d'équipe, la culture avec les autres joueurs, tout ça, sans avoir le côté physique. Puis après ça, quand j'étais un peu plus vieux, 9-10 ans, j'ai commencé à jouer au football, plaquage et tout ça. Mais non, je pense que j'ai fait de la bonne décision, honnêtement. Oui, on peut garantir de l'extérieur. Je pense que j'ai fait de la bonne décision. Puis aussi, je trouvais qu'il y en avait pas assez de joueurs, justement, canadiens, québécois, qui réussissaient au niveau NFL professionnel. Je me disais, pourquoi pas, je pourrais être un des premiers à la place de suivre le lot que tout le monde allait dans la NHL. Je me suis dit, je vais essayer la NFL. Ça va être beaucoup plus cool, justement, quand je vais make it. C'est quand que tu t'es dit, OK, j'ai envie d'être pro, là? Ouf, j'ai envie d'être pro, honnêtement, tu sais. Puis ça, c'est beaucoup plus profond que ça vient avec l'environnement d'où tu as grandi. C'est pas juste au sport, ça peut être dans n'importe quoi, dans n'importe quel rêve que tu as dans la vie. D'où on vient au Québec, on a une mentalité que des fois, les rêves des gens sont trop gros. Surtout dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de gens justement qui ont réussi dans cette carrière-là. Puis les gens qui ont réussi dans la NFL, on ne pouvait même pas les nommer sur nos doigts d'où on venait. Fait que quand tu dis à quelqu'un, un jeune qui dit hey, « moi j'aimerais ça aller dans la NFL », comment ça fonctionne, côté académique, entraînement, on n'a rien pour toi. Fait, dans le fond, c'était difficile. Puis en ce moment, en tant qu'adulte, c'est sûr que les gens te disent hey, « never give up, arrête pas, continue, reste motivé », mais essaie de dire ça à un jeune qui a 11 ans. Arrête pas, les gens vont dire que ils vont rire de toi, ils vont dire que ça fonctionne pas, t'es trop petit, t'es pas assez vite. Tu regardes les joueurs américains, ils sont 4 étoiles, 5 étoiles et tout ça. Mais tu sais, ça peut te détruire en tant que jeune. Puis moi, ça l'a mis mon rêve en stand-by, comme on dit, en pause, parce que je me disais, j'aimerais ça. J'écrivais à l'école. Mon rêve, c'est de jouer dans la NFL, mais je le croyais pas vraiment. Je faisais pas vraiment de démarche pour. Je m'entraînais pas vraiment. Je me disais, je vais jouer au football jusqu'à temps que ça arrête. Puis je trouve que c'est le fun. Les gens ils trouvent que je suis populaire et tout ça. Mais je dirais, quand ça a changé, quand je me suis dit, je vais aller pro, j'avais quoi? Je dirais, ça arrivait à ma première année à Michigan quand j'avais 19 ans. Wow, avant ça, si j'avais pas encore toute la confiance en moi pour savoir que, OK, I can actually make it to the NFL en tant que Québécois, Canadien. Donc, yeah. Donc, tu l'as dit, tu es passé par Michigan, mais avant Michigan, on va juste combler le petit trou entre les Wildcats de la Naudière et Michigan. Tu es passé par Curie-Antoine Labelle, n'est-ce pas, au secondaire. Donc, les Loups de Polyjeunesse, puis ensuite les Loups de Curie-Antoine Labelle. Yes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours-là, de ce programme-là, etc.? Yeah, ben exact. Justement, comme je te disais, moi, je joue au foot pour le fun, dans le fond. Puis au Québec, en termes de ressources, en termes d'encadrement sportif, il n'y en avait pas vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de choses côté civil. Puis ça a commencé à m'affecter. Genre, ça a commencé à affecter ma vie puis mon côté académique quand j'étais en secondaire 3, je te dirais. J'étais à Polyvalente Sainte-Thérèse. Okay. Il n'y avait pas de programme de foot à ce temps-là, donc je jouais côté civil. Puis c'était un moment où je me cherchais en tant qu'identité. Je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Je me disais, OK, est-ce que le foot est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Là, j'avais d'autres amis qui commençaient à arrêter, qui accrochaient les crampons. Ça fonctionne pas, whatever. Il n'y a pas d'argent à faire là. C'est un rêve lointain.
Puis ça comme je te dis, ça a touché ma personnalité, mon identité en tant que joueur de foot. J'ai commencé à prendre ça vraiment pas ça au sérieux. Puis ça a affecté mon côté académique. J'avais 8 cours à prendre, j'en ai coulé comme 5 sur 8. Je n'étais pas focus à l'école parce que le foot, whatever it is, what it is. Puis mes parents, ils ont vu ça. Puis ça, c'est props à mes parents pour quand j'ai dit que j'ai grandi dans une famille qui met beaucoup de valeur sur le côté sportif, puis être sérieux, puis continuer à pousser, être motivé pour mes rêves. Justement, ma mère, elle m'a enlevé, elle m'a retiré le polyvalent de Sainte-Thérèse. Elle a dit, tu vas reprendre tous tes cours à l'école Curanton Labelle. J'ai appelé des gens, je connais des personnes, leur programme de football est beaucoup meilleur. Puis en plus, ils venaient de gagner un bol d'or et tout ça. Donc, c'est une bonne équipe. Puis c'était un fresh start, en vrai, c'était un nouveau départ pour moi. Puis quand je suis allé là, puis là, j'ai vu que, comme couler des cours, chiller, puis pas prendre le foot au sérieux, c'était un bump, comment on peut dire ça? C'était un upgrade. Mm-hmm. C'était pas le huge upgrade qu'on voit côté high school américain ici. C'est vraiment sérieux, tout le monde veut un scholarship, mais je voyais qu'il y avait un upgrade entre l'environnement où j'étais avant, où il n'y avait pas vraiment de gens qui voulaient make it côté football, tout ça. Puis là, quand je suis allé au LU, j'ai dit, OK, ça, c'est un programme qui est sérieux, prendre ça au sérieux. Les joueurs veulent aller au niveau Division 1, Cégep, universitaire, CFL, ils ont gagné des bols d'or. Enfin, là, ça m'a comme mis sur une ligne droite, c'est-à-dire que je vais passer mes cours, je vais être sérieux. C'était plus cool d'être le gars qui prend pas ça au sérieux. Donc là, j'ai commencé à prendre ça un petit peu plus au sérieux, mais c'était pas encore proche de mon rêve d'être un joueur de professionnel. Mais c'est sûr que ça devait aider d'être entouré aussi de... Il y a d'autres bons joueurs qui sont sortis de là-bas, d'autres pros. Super bons joueurs je pars toujours avec eux, des amis que je tiens très proche, comme Joël Soucy. Joël Soucy, c'est un de mes meilleurs amis qui était là. Réjean Giraud, Brian Arélimana, Kian Arélimana, qui d'autre? Est-ce que tu as joué avec Samuel Emilus? Samuel Emilus, exactement. Wow. On avait des super bons joueurs dans cette édition-là, 2012, 2013. Juste là, je pense que tu as nommé 3 joueurs CFL. Toi, en NFL, c'est quand même dans une équipe high school. Un coach U-Sport. Un coach U-Sport, c'est quand même ridicule. Ouais, exact. Juste pour l'audience, on rappelle le football civil, donc tu jouais à la polyvalente Sainte-Thérèse. Ou en fait, pendant que tu étais à la polyvalente Sainte-Thérèse, c'est ça, comme il n'y avait pas d'équipe dans l'école, tu jouais pour les Wildcats, c'est un peu comme les clubs en France. C'est ça, c'est un club, c'est pas affilié à l'école. Exact. Et Ben a senti une différence dans la structure et l'encadrement quand maintenant tu as pu jouer avec l'école, donc au high school, secondaire, la Division 1 qui est Curanton Labelle avec tant de joueurs de qualité pour l'époque en plus. C'est fou. Puis après ça, vous performez et vient le temps de faire un choix collégial. Yeah. Ouais, ben justement, j'avais comme 2012, ça c'est 2012, quand je suis arrivé 2012, ma première année, Lou, j'ai joué un peu. Je n'étais pas encore partant, mais j'ai joué un peu. Je pense, je me rappelle très bien parce que j'avais fait mon highlight à la fin de l'année sur Rodo. Okay. Là, je devais mettre mes stats, puis dans le fond, ma bio et tout ça. Puis là, je me disais, man, like, tu sais, je suis 5 pieds 9, 140... ouais, ça c'est fou. 5 pieds 9, non, ça c'est fou parce 145 livres. Là, je suis comme, ma taille, quel genre de DB je suis, tu sais, je fais dans quelle catégorie, puis... comment je vais pouvoir aller chercher des offres puis justement avoir de l'intérêt de d'autres cégeps Division 1 à 5 pieds 9, 145 livres. J'étais comme, OK, bon, ben, j'ai fait mon highlight, tout ça. Puis là, quand je suis revenu l'été prochain pour mon senior year, en 2013, j'étais 6 pieds 3, 170. T'as pris 4 pieds, donc ça fait quoi? Ça doit faire 20 cm en un été? Pas 4 pieds. 4 pieds, pardon, 4 pieds. C'est vraiment grand, pardon, autant pour moi. Les Français, mais 20 cm en un été, c'est énorme. Ouais, les gens, ils n'ont pas dû te reconnaître. Justement, comme on dit en anglais, c'était un GIF and a curse. Ouais, parce que justement, il y avait côté équilibre, côté balance et tout ça, mon corps n'était pas encore adapté justement à ce changement-là de 5 pieds 9 jusqu'à 6 pieds 3. Donc, j'avais comme gravité autour du hype, c'est comme lockdown corner. J'aimais vraiment Richard Sherman à ce temps-là. Richard Sherman était un des meilleurs de mes défensifs à 6 pieds 3. Donc, il y a beaucoup de cégeps justement qui ont vu mon côté physique et étaient comme, OK, il peut vraiment être un bon corner, mais je pense pas qu'il y a encore il y a encore tous les outils pour être un vraiment bon joueur défensif encore, parce que justement, je me cherchais encore en tant que joueur. J'avais pas tout l'équilibre, c'était pas encore tout coordonné et tout. Puis, c'est ça, justement. J'ai eu beaucoup d'intérêt de beaucoup de cégeps. J'ai décidé d'aller avec le cégep du Vieux. La raison pourquoi j'ai choisi eux, je suis allé à une pratique ouverte.
Ça, c'était une des initiations, justement, d'aller au Cégep du Montréal. Tu devenais à une pratique ouverte qui était dans le gymnase du Cégep du Montréal. Sans équipement. Sans équipement, en hiver, juste running shoes, gants, t-shirts, shorts. Puis, justement, tu faisais plein de drills d'agilité, des 1 contre 1, des call-outs, comme on dit. Justement, on appelait, je me rappelle encore, c'était l'hiver 2014. J'étais encore au secondaire, mais je prenais le métro jusqu'au Cégep du Vieux. Puis on faisait des call-outs, justement. Le Vieux, c'est loin quand même. Ouais, puis là, mais c'était honnêtement, on va en parler un peu plus longtemps, plus tard, mais tu sais, tous les super joueurs que vous avez entendus, tu sais, des loups, étaient justement à ces pratiques ouvertes-là. Tu sais, je me rappelle, mais on avait tu sais, des Mike Bryan, Edouard Montemiglio, on avait Brian, on avait Kian qui était, on avait Mike Pichier. On avait Mathieu Betts, Louis-Mathieu Normandin, Frédéric Paquette-Perrault, tous ces gars-là étaient là. Puis je me rappelle, j'étais un tout jeune, puis je me faisais call-out. Comme, yo, Ben Saint-Just, Louis-Mathieu Normandin live, one-on-ones, wide receiver DB. Puis là, je faisais mes one-on-ones. Puis j'ai vu comme ce sentiment-là de famille, de culture, justement. Le cégep du Vieux, c'est pas un cégep qui est super glamour. Ils n'ont pas vraiment de ressources côté infrastructure. On n'a même pas de stade, notre propre stade. On n'a pas vraiment trop d'équipements. Mais justement, l'équipe, leur source, justement, c'est le côté famille, la culture, compétition, rester ensemble. Puis justement, comme on dit en anglais, iron sharpens iron, c'est quoi la tradition en le France? diamant, forme du diamant. J'en ai pas. Yeah, exactement, justement. Puis moi, j'aimais justement ces valeurs-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Cégep du Vieux après ces visites-là. Ben, juste avant, tu mentionnes que pour prendre cette décision au Vieux, entre ton avant-dernière année et ton senior year au secondaire, tu te fais un highlight. Yeah. Est-ce que c'est dès ce moment-là que tu montes Athlete Nation, ça se peut-tu? Est-ce que c'est Athlete Nation Highlights, ça se peut-tu que Nation HD? Nation HD. Ben justement. Avec des montagnes en arrière. Exact. Je me suis dit, j'ai toujours aimé... dans le fond, j'ai toujours été un jeune qui aimait faire un peu tout de multitasking en termes de médias. Côté highlights, j'ai toujours aimé regarder les highlights des autres personnes. Je me suis dit, j'ai un logiciel sur mon Mac qui est gratuit. Okay. Final Cut Pro X. Puis, justement, il était gratuit. Puis, qu'est-ce que je faisais? Je faisais juste reculer mon calendrier, justement, pour avoir l'essai gratuit encore. Okay. Disons, je l'avais le 1er janvier, puis là, ça expirait après le mois. Mais je faisais juste ramener mon calendrier au 1er janvier pour continuer à faire mes highlights. Puis, j'ai fait mon highlight. J'ai fait les highlights de quelques de mes amis pour gratuit. Puis après ça, le mot s'est passé, justement, dans plusieurs écoles, cégep, tout ça. Puis, ils ont dit, hey, yo, c'est Benjamin qui fait les highlights, tout ça, whatever. Là, j'ai commencé à charger comme $20 pour chaque highlight. Puis là, je faisais des highlights. Je faisais des highlights de la plupart des gars. Je faisais des recruitment highlights. Je faisais même des trucs CFL et tout. Bon, puis je trouvais que c'était cool. C'était comme un side hustle avec le foot. Parce que comme je te dis, le foot n'était pas encore sérieux. Tout ce temps-là que je ne mettais pas à m'entraîner, justement, pour côté track, muscu, je le mettais sur Nation HD highlights. Je faisais des highlights pour les autres personnes, mais it was a cool moment. Maintenant, t'as gardé un peu cette passion de créer des vidéos. Je sais que tu crées du contenu sur TikTok. Ouais, exact. Du coup, faire ça en grandissant, est-ce que t'en gardes un peu quelque chose? Est-ce que t'as encore envie de produire, encore envie de faire des trucs, peut-être être un peu plus personnel maintenant que... Ouais, 100% justement. C'est peut-être pas faire des faits saillants, des highlights d'autres personnes, mais j'essaie de consacrer un peu de temps autour des ressources et des opportunités que j'ai en tant que joueur de professionnel pour faire comme des cours IG Reels ou TikTok ou whatever pour montrer un peu le behind the scenes, pour donner de l'information, des connaissances à d'autres personnes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs que tu peux dire que moi je connais, il joue dans la NFL, c'est un bon ami, il me donne l'information. Mais si tu n'as pas d'amis justement ou si tu n'as pas de personne qui est justement dans le milieu de la NFL, il y a beaucoup de choses que tu peux pas apprendre ou pas savoir. Puis moi, j'aime ça justement partager cette information-là parce que je trouve que les gens aimeraient ça savoir ça. Donc, j'essaie de consacrer un peu de temps sur mes réseaux sociaux pour faire ça. Puis je pense que c'est là que je suis capable de créer une connexion avec les fans ou les autres personnes. Ils disent « Ah, t'es vraiment humble, t'es capable de partager de l'information, c'est cool. » Tu connais ça. Souvent, les gens, quand ils se rendent à un certain niveau, comme ils perdent un peu le cap sur la réalité. Puis ça. Mais j'essaie justement de créer un lien entre les millions de fans qui n'ont pas la chance de voir tout ce qui passe à l'intérieur et la petite communauté de joueurs de football professionnel dans la NFL.
T'as senti un impact déjà de ça dans la... On t'a déjà dit... Ah ben oui. À chaque fois que je retourne, justement, quand j'ai fait mon camp pour le camp Retour à l'origine, puis on avait tous les jeunes qui étaient là, les parents, justement, ben il y a beaucoup de gens qui se sont venus, puis ils m'ont dit, tu sais, j'ai vu tes vidéos sur TikTok, j'ai vu tes vidéos sur Instagram, c'est vraiment cool, tu sais, que tu nous montres comment ça fonctionne le salaire, comment ça fonctionne tes taxes, comment ça fonctionne durant le jour du match, qu'est-ce que tes coéquipiers pensent de ci, ça, whatever, ou le cahier de jeu. Tu sais, c'est le genre de truc que tu peux quand avoir une conversation physique avec une personne, puis ça leur rend heureux de pouvoir partager avec un joueur de foot puis d'apprendre des choses. Donc, ouais, j'ai vu l'impact un peu de cette information-là. Parlant de Retour à l'origine, je voulais l'amener plus tard, mais tant que tu le dis, on peut en parler tout de suite. Yeah. Ça fait 3 ans, je pense, maintenant? Ou ça fait 2 éditions? Ça fait 3 éditions. La première édition n'était pas encore officielle. C'était comme un peu, le stepping stone, la première étape, le premier spark. Je me rappelle, j'ai été repêché en 2021, puis je pense que ça faisait comme 2 ans et demi, 3 ans que je n'étais pas revenu encore au Québec parce que j'étais à l'université. Je faisais mon transfert d'université du Michigan à Minnesota. Puis après ça, Minnesota, je suis resté là. Après ça, il y a eu COVID. Je ne pouvais pas voyager États-Unis, Canada. Donc, ça faisait 3 ans que je n'étais pas revenu à Montréal. Puis je me suis dit, OK, ben, je viens de me faire repêcher. Donc, je me disais, might as well, tu sais, je vais faire un entraînement. Puis je vais inviter tous les jeunes qui sont dans le quartier ou n'importe qui veut venir s'entraîner gratuit. On avait 150 places. Puis ça, c'est en collaboration avec Invictus. Puis on a mis ça sur Instagram en quelques jours. Puis ça s'est sold out en comme quelques minutes. Wow. Puis ils sont venus, on a eu beaucoup de fun. On a fait des 1 contre 1, 7 contre 7. On a fait un fastest man race pour savoir qui était le plus vite. On a donné des gants, pris des photos, signatures. Puis là, je me suis dit après, comme, tu sais, c'est une belle expérience. C'est nice qu'est-ce qu'on a fait, tout ça. Imagine si on peut s'asseoir pendant plusieurs mois puis créer un plan, une organisation avec beaucoup plus de ressources, des dons, des bénévoles. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis là, c'est là que ça a commencé la première édition de Retour à l'origine où on a eu 500 jeunes. Puis l'année passée, on a eu 625 jeunes. Donc, ça continue tranquillement à se développer. Hein. J'ai aussi vu que cette année, il y avait des filles pour la première fois, je pense. Exact. C'est vraiment cool. Puis je tiens à dire, tu dis que c'est pour redonner à la communauté. Puis tu parlais de, même dans ta création de contenu, tu aimes amener cette connexion entre les fans et les joueurs de foot. Yeah. Fun fact, on ne se connaissait pas avant aujourd'hui. Ben, moi, je savais t'étais qui, là, mais on ne s'est jamais rencontrés. Yeah, physiquement. Ouais, c'est ça. Puis pour Retour à l'origine, je me suis fait contacter par, I guess, t'es un de tes organisateurs. Là, yeah. C'est une opération pour venir coacher les receveurs. J'ai juste pas pu parce que j'étais en France avec Léo. Mais vraiment, le fait que ton camp a contacté des receveurs locaux qui jouent à différents niveaux, j'ai trouvé ça tellement cool, man. Ça m'a déçu que je ne pouvais pas venir, mais juste dire, genre, you practice what you preach. Quand j'ai reçu ce DM, je suis comme, oh shit, genre. Exact. Je trouvais ça vraiment cool. Donc. Exact. Yeah. C'est justement l'idée quand j'ai fait ce camp-là, ça a commencé justement avec la première étape quand j'ai vu qu'on a fait le camp gratuit pour les 150 jeunes, mais l'organisation de le déroulement du camp, tout ce qui part du prix de qu'est-ce qu'on donne, puis de l'information, les ateliers. Tu sais, parce que c'est pas juste, j'essaie de dire que c'est pas juste un camp de foot, c'est comme un camp de développement parce que ces jeunes-là, durant la moitié de la journée, ils ont des séances de côté business, marketing, santé mentale. C'est comme 4 heures, puis ils font plusieurs ateliers pour apprendre tout ce qui se passe autour d'un joueur de foot. Parce que j'essaie de leur expliquer qu'il n'y a pas juste... Tu peux pas juste être bon pour aller au niveau où tu veux être. Il y a côté académique, il y a plein de choses. C'est pour ça que j'ai amené une dame qui m'a aidé côté académique, qui s'appelle Holly Smith Abbott. C'est une NCAA Certified Advisor. Puis elle a fait plusieurs... elle a aidé plusieurs joueurs, justement, parce que vous savez, au Québec, c'est compliqué avec le côté académique, avec les bulletins, cégep, tout ça, ça n'existe pas vraiment à l'extérieur. Donc, tu as besoin d'une personne qui t'explique, OK, tel cours, tu as besoin de tel cours pour aller aux États-Unis, ça va être crédité, ça et tout. Puis elle a fait ça justement pour moi. Elle a fait ça pour, dans le temps, Anthony Thompson qui était à Vanier, Lugansdort à Oklahoma City. Donc, je l'ai fait voyager. Ouais. Je l'ai fait voyager. Puis elle a fait une conférence les 2 dernières années à ces jeunes-là pour leur montrer que l'école, prend ça au sérieux parce que même si tu es le meilleur joueur au Québec, le meilleur joueur au Canada, puis tu n'as pas les notes, tu n'as pas les bons cours, ben, tu vas arrêter ton opportunité. Donc, justement, c'est ça que j'ai fait. Je me suis mis là à la place des parents et des enfants. Je me suis dit, s'il y avait un des meilleurs camps au Canada, ou meilleur camp au Québec, qu'est-ce que j'aimerais avoir là?
Puis là, je me suis dit, OK, parfait, bon, on va faire ça à un prix très réduit. On va donner Wow. un plus de gear possible, gants, chandail, short, sac. On va faire une journée complète parce qu'en tant que parent, quand je dépose mon fils, qu'est-ce qu'il a appris durant cette journée-là? OK, c'est cool, t'as couru des tracés, t'as attrapé des ballons, mais est-ce que t'as appris quelque chose qui va te changer en tant que personne, en tant que jeune joueur de foot? Oui. Puis après En ça, tant qu'être humain aussi. Je veux dire, exactement. même si ces jeunes-là continuent peut-être pas au foot, pas tout le monde va avoir une carrière de NFL comme toi. Il y a tellement de plus-value qui a été ajoutée par rapport à leur vie. Donc, c'est exceptionnel, je trouve. Exactement. Puis, est-ce que tu as eu du fun? Oui, tu as eu du fun. Puis, je prends toujours le temps, à la fin de chaque session, à la fin de chaque camp, de m'asseoir puis de signer le plus d'autographes possible. Parce que je sais jamais la prochaine fois que tu vas rencontrer un joueur de foot, de professionnel surtout, qui vient du même quartier ou de la même province que toi. Puis, dans le fond, j'essaie de redonner le plus possible. Puis, c'est ça, justement, la source du camp Retour à l'origine. Ça, c'est très, très cool. C'est fou parce que là, depuis une petite vingtaine de minutes, entre les réseaux, le camp, etc., tu as fait un gros point sur le fait de redonner à la communauté, de vraiment pouvoir communiquer tout le savoir que tu as appris, toutes les erreurs que tu as fait et tout, ce qui est quelque chose de très respectable. C'est incroyable. Tu penses que ça, c'est motivé parce que, comme tu nous as dit au début, toi, quand tu étais jeune, tu n'avais pas ces repères-là, tu n'avais personne pour te repérer. Ou tu penses aussi que c'est un impact de ta famille, comment tu as été éduqué? Qu'est-ce qui fait que tu es un joueur professionnel et il y en a vraiment peu qui font autant de choses? Ouais, ben, c'est un mix un peu. J'ai été élevé, mes parents m'ont toujours dit de redonner au prochain. J'ai mon frère, justement, qui suit mes pas en ce moment. Je l'ai toujours amené à faire des entraînements avec moi. C'est fou comme mon frère, il y a 18 ans, il vient d'avoir 19 ans. Puis, toutes les choses que j'ai pas eues, dans le fond, c'est une chaîne. Toutes les choses que mon père a pas eues, parce que mon père, il aime pas ça que je mentionne ça, mais mon père a eu une opportunité d'aller jouer pour les Miami Hurricanes dans les années 80, parce que c'était un des meilleurs athlètes, basket, football, meilleur athlète de sortir du Québec. Wow. Lui et Bruni Sirène, c'était un des meilleurs amis. Il y avait deux autres amis qui étaient avec lui, ils ont resté dans l'équipe avec de Miami Hurricanes. Mon père s'est cassé la jambe. Hurricanes, pardonne-moi, c'est en XFL à l'époque ou Non, c'est NCAA. Non, NCAA de U. Ah, de U. Oh my God. Ouais, Je savais pas que c'était dans le temps Hurricanes. avec Jimmy Johnson, Okay. Michael Irvin, tous ces gars-là. Puis il y a eu une opportunité, mais dans le fond, il n'a jamais eu la chance de jouer, il s'est blessé. Mon père ne parlait pas beaucoup en anglais. Ses parents n'étaient pas là, ils l'ont laissé quand il est arrivé ici d'Haïti à Montréal. Puis c'était difficile de prendre le SAT, le test pour aller, dans le fond, il n'a pas pu passer ça. Donc toutes les ressources, toutes les choses qu'il n'a pas eues, il a réussi à redonner à moi. Toutes les choses que j'ai pas eues, côté football, des role models pour me demander des questions. Hey, quel camp je devrais faire, quel cours je devrais prendre pour aller universitaire, quel entraînement je devrais faire. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai redonné à mon frère, dans le fond. Mon frère a rencontré plus de vedettes, des joueurs professionnels que n'importe quel adulte que je connais. Je me rappelle, j'ai amené mon petit frère l'année passée à Atlanta s'entraîner avec moi puis mon entraîneur de demi-défensif. Puis il s'entraînait avec JC Horn, AJ Boyer, AJ Terrell, Jalen Ramsey. À 18 ans, tous les gars étaient comme yo. He's nice, like he got great feet, genre he moves well, tout ça. Puis il donnait des super compliments. Puis il est parti de 0 scholarship à 7 scholarship en comme 6 mois. Donc, c'est dans ma nature de vouloir redonner au prochain. Puis mon frère va faire la même affaire. Puis c'est ça que j'essaie de faire avec le camp parce que je me dis, man, genre, imagine si j'avais eu ça quand j'étais plus jeune. Là, j'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs avec un autre jeune. Donc, j'essaie de redonner le plus possible à tous ces jeunes-là qui viennent à mon camp. Ça, c'est très, très, très stylé. En plus, ce qui est bien, c'est que Est-ce que ton frère, il a commit là, à l'université ou il est encore... Ouais, en ce moment, il a commencé sa saison avec les Jack Rabbits de South Dakota State. OK. Puis, ça, l'année passée, ils sont allés undefeated. Ils ont gagné le National Championship. OK. Donc, là, ils essaient d'aller back-to-back. C'est en Division 2? FCS, ouais. Ah, c'est FCS. Avec Division 1, AA. Ah, ben, ouais. Ils jouent dans le fond, ils jouent dans la même division que North Dakota State. Ouais, exact. Où Trey Lance, Carson Wentz ont joué, ça? Ouais. Non, il y a plein de gars qui vont NFL de D1 FCS. Ouais. En vrai, tant que tu es un bon joueur, mais que tu joues dans le circuit NCAA... Tant que tu as une bourse pour 4 ans, domicile et puis académique payé et tout ça. Ça vaut. Vas-y, fort. Mais au moins, tu vois, tu te dis, tu as 18 ans, tu t'entraînes avec des grands joueurs comme ça et ils disent, waouh, t'es fort, tu bouges bien. Je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs et de personnes qui se diraient, waouh, ça y est, je suis trop fort. Exact, ouais, ça te montre avoir toi comme grand frère,
qui remet tu dois l'aider aussi à se cadrer peut-être. Enfin, je sais pas si ton frère est comme ça, mais tu sais, c'est un exemple. En plus des opportunités, il a un exemple et je pense que ça aide beaucoup. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire et où il va aller. Ça va être très intéressant. Et au niveau du camp, on en parlait un peu avant le podcast, mais on fait ça en France quand tu veux. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose. On a, vu qu'on a réussi à vraiment conquérir, côté Canada, on n'a pas vraiment d'autres camps de développement qui est aussi gros que le nôtre. Donc, on essaie d'amener ça à d'autres emplacements. Puis, comme je te dis, il y a 2-3 ans, j'avais envoyé le message à Anthony Mangou sur Instagram. Parce que si on se fait un camp en France, c'est sûr que ça pourrait être débile. On pourrait avoir tellement de personnes qui viennent, surtout si on essaie d'amener le plus de joueurs NFL. Comme je te dis, moi, j'aime ça pouvoir redonner à des tu sais, si je fais un camp ici, c'est l'exemple que je dis. Si je fais un camp, disons ici à Washington DC, combien de joueurs de la NFL qui passent ici à DC? Terry McLaurin en fait un ici à chaque année. Chase Young vient d'ici. Il y en a beaucoup, c'est saturé. Les jeunes vont. C'est sûr que c'est super bon, c'est une bonne initiative. Les jeunes vont en avoir, mais ils ont eu l'opportunité. Il faut aller à d'autres places où c'est beaucoup plus difficile, où les jeunes. They're hungry for it, you know, ils veulent ton impact est plus grand, puis dans le fond, tu sais jamais, tu sais jamais qui tu pourrais trouver, c'est sûr qu'avant, au Canada, avant qu'on ait 8 joueurs en ce moment dans la NFL, tout le monde disait, il n'y a pas vraiment de talent côté football au Canada, mais là, personne ne le sait, le genre de talent que la France, l'Europe peut avoir, donc il faut aller là-bas faire des camps, voir qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut développer, puis en même temps, si tu leur donnes une expérience qui est ils rêvent en ce moment. Là. Moi, j'étais le même jeune là, qui regardait les camps Nike, les camps Under Armour, puis je me disais, man, j'aimerais ça avoir une opportunité pour faire ça, mais il n'y en avait pas au Canada. Tu vois? Donc, ouais, vraiment, on va rester en contact pour justement faire cette initiative. Mais toi, c'est marrant que tu parles de ça parce que tu as eu la chance de faire un camp Nike. Ouais, exact. Ouais, puis comment ça s'est passé? Genre, comment tu as été. Il faut que je redonne un autre shout-out à ma mère, pour vrai. Ma mère, je me rappelle, j'avais 16 ans. Je regardais toujours les Nike Day Opening avec les meilleurs joueurs high school, le Rivals, Under Armour Camp. Pour expliquer un peu, c'est des camps qui arrivent avec les meilleurs joueurs high school, donc niveau lycée pour les Français, secondaire pour mes Québécois. Et il y a Nike, Under Armour, etc. qui invitent des top joueurs pour qu'ils viennent compétitionner, faire du 7 contre 7, faire des 1 contre 1 pour justement augmenter leur nombre d'offres, etc. et être vus par des scouts. Donc, je te laisse continuer grâce à ta mère. Exact. À chaque année, justement, le Nike et puis Under Armour avaient leurs camps respectifs, Rivals et The Opening. Il y avait des camps dans chaque État des États-Unis. Les meilleurs joueurs de chaque État se présentaient, puis ils sélectionnaient, je pense, 5 à 10 joueurs de chaque camp-là pour aller au tournoi final qui était au headquarter de Nike à Oregon. Puis je regardais ces vidéos-là sur YouTube à chaque année. Puis à un moment donné, ma mère est rentrée dans ma chambre et elle a dit, c'est quand tu vas arrêter de regarder les vidéos d'autres personnes puis tu vas t'inscrire à ces camps-là. Wow. Puis là, j'étais comme, mais je sais pas si ça va fonctionner. Puis je me rappelle, j'avais besoin de, si t'étais pas un joueur rank, comme on dit, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, tu t'en vas envoyer ton highlight et une lettre de recommandation. Puis je me rappelle, moi et puis mon ami Joël Soucy, on avait demandé une lettre de recommandation à Sheriff. Sheriff Nicolas, qui était ton head coach au Vieux-Montréal, qui est actuellement le head coach de Nick. Exact. Puis on a envoyé toute l'information, tous nos documents, puis on n'a pas eu de nouvelles. Ça, c'était en 2014. Ça, c'était en 2015. Puis après ça, quand j'ai fait, ma mère m'a repoussé encore pour dire continue à t'inscrire, on pourrait peut-être aller voyager dans un état proche du Québec, disons le Michigan ou Syracuse ou Boston College pour aller faire des camps pour aller chercher ces étoiles-là, pour aller voir si tu peux avoir un recruiting profile, parce que c'est ça que ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Tu vas faire des camps, tu crées un hype, tu performes bien. Là, les sites comme ESPN et tout ça, ils créent un profil. 247, tu crées un profil. De créer un profil pour dire, OK, on a vu ce joueur-là est sérieux et tout ça, whatever, c'est un bon joueur. Donc, je suis allé faire un camp à New York qui s'appelait le Nuke Camp, NUC. C'était un petit camp, mais c'était facile à s'inscrire. Donc, je suis allé, c'était mon premier camp. J'ai eu MVP du camp. Là, ça m'a donné comme un peu, tu sais, j'étais encore jeune, je savais pas que j'allais réussir côté football. Je commençais tranquillement à pousser mon estime de soi puis avoir un peu de motivation. Donc, ça m'a donné une motivation. Je me suis dit, OK, mais il y a un autre camp à Michigan. C'est la première année de Coach Harbaugh. C'était 3 jours.
C'est avant qu'ils bannent les satellite camps, ça se peut-tu ou non? C'était vraiment à Michigan? Ouais, c'était vraiment à Michigan. Okay. À Michigan, 3 jours. Puis ça, c'était c'est une des choses qui est très rare parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de camps que c'est one day. Tu sais, c'est des one day camps. Tu te pointes, tu fais le camp, puis il y a comme 1000 joueurs. Donc, t'as peut-être une répétition de 1 contre 1. Apparemment, on avait Junior, qui est un joueur français, qui est passé dans le podcast, qui nous disait que lui, il a fait ça. Mais en vrai, surtout maintenant, la plupart des camps comme ça, de gros collèges, ils sont saturés. Et en vrai, les coachs, ils savent déjà qui ils veulent. Exact. Donc, c'est compliqué de créer des vraies opportunités là-bas maintenant. Exact. C'est vraiment difficile parce qu'il y a tellement de joueurs, tu n'as pas beaucoup de répétitions. Puis comme tu dis, les coachs savent déjà c'est qui leurs joueurs. Puis souvent, c'est les joueurs qui sont 4 étoiles, 5 étoiles, qui ont déjà l'analyse, le profil et tout. Donc moi, je me suis pointé. J'ai eu la chance de faire 3 jours. À ce moment-là, Ben, excuse-moi de te couper, t'es unranked encore? Ou ouais, unranked. Okay, j'ai unranked. Puis une des choses, tu sais, je parle même pas anglais correctement encore. Tu sais, oui, yes, no, I play DB, that's about it. C'est Canada. T'es au Collège du Vieux-Montréal à ce moment-là? Ouais, Collège du Vieux-Montréal 2014. C'est après l'année 2014. On a gagné le bol d'or en 2014. Puis là, ça, c'est off-season 2015. C'est ma deuxième année. J'ai pas encore joué. Tu sais, dis-toi, j'ai pas encore joué. J'ai jamais start au Vieux encore. J'ai joué 3 jeux. Oh, wow. J'étais en train de réchauffer le banc solide là, toute l'année. Mais t'étais habillé. Ouais, j'étais habillé. OK, quand même. Fait que personne savait qui j'étais. Personne savait qu'est-ce que j'allais faire. Moi, j'ai juste cru à qu'est-ce que ma mère m'a dit. Je me dis, je vais aller tester mes talents contre les Américains. Je suis allé à ce camp-là, ces 3 jours. En premier, ils me voient. Tu sais, j'étais quand même assez bien bâti à ce temps-là. C'est 6'3", 180. Fait que là, tu sais, il y avait déjà un peu de comparaison entre moi et puis Richard Sherman parce que justement, Jim Harbaugh, lui, ses rivaux, c'était les Seahawks quand il était à 49ers. Donc, il a joué souvent contre Richard Sherman. Puis là, il m'a vu ma première journée. Comme, OK, kid is nice. Là, c'est là que, comme on dit, j'ai été choyé avec les 3 jours parce qu'après une journée, il n'allait pas me donner un scholarship. Bien sûr. Parce qu'ils ont dit, OK, il est bon, mais on veut voir plus. Là, la deuxième journée, j'ai bien performé encore. J'ai dit, OK, this kid is nice. Like, this kid is serious. Là, la 3e journée, ils sont allés chercher justement les joueurs 4 étoiles et 5 étoiles. Je me rappelle qui était là. Je me rappelle, il y avait, je pense qu'il y avait Donnie Corley qui est allé à Michigan State, Donovan Peoples-Jones qui est allé à Michigan, KJ Hamler. Ça, c'est eux, ils avaient justement une organisation, ils avaient une équipe qui allait dans chaque camp, puis ils avaient tous les mêmes jerseys, puis dans le fond, c'était comme, ils faisaient tous les camps satellites justement pour aller chercher le plus d'étoiles, le plus de scholarship possible. Puis ils ont dit, OK, parfait, ben, this kid from Quebec, I want to see him against all these receivers. Puis, tu sais, j'ai super bien performé. C'est sûr qu'il y a quelques jeux, tu sais, que j'ai foiré, ils ont fait, c'était des bons joueurs aussi, mais tu sais, en termes, tu sais, ici, j'ai fait 10 répétitions, 10 reps. J'en ai gagné peut-être 7, 8 dessus. Puis t'es comme, OK, this guy is serious. Donc, à la fin de la pratique, Jim Harbaugh m'a pulled to the side. Il m'a dit, hey, kid, come to my office. Et puis là, c'était moi, ma mère, mon père. Puis ils m'ont dit, comme, I want to offer you a full scholarship. 4 years to come play here, fully paid. Tout ça. Puis là, j'étais comme, oh, wow. Là, après ça, c'est là que ça a commencé, mon processus. Là, après, j'ai eu un off de Michigan. Là, tout le monde a commencé à faire des recherches, regarder mes highlights, tout ça. Là, ils m'ont donné le statut de 3 étoiles. Puis là, c'est là que j'ai eu la chance, justement. Après que j'ai eu mes 3 étoiles, je me suis dit, ben, je vais capitaliser justement sur le hype qui est en ce moment. Puis là, je vais renvoyer mes documents, toutes mes affaires à Night the Opening, Rivals. Puis là, ils vont dire, ben, welcome, on va t'accepter. Je suis allé faire le camp, j'ai réussi à faire le final. Je suis allé à Oregon, au headquarters. Faire le tournoi. Puis, Est-ce que tu n'étais pas, si je me rappelle bien, tu as gagné le best composite score de tous les tests? Est-ce que ça se peut? Je pense que j'avais eu un top 5. J'avais eu le meilleur shuttle, le 3 contre. Ouais, TTS, ouais, je pense que c'est comme 3-9 ou genre 3-8-9. Je pense que c'était moi en premier, puis le deuxième, c'était Ty John Lindsay qui était à Bishop Gorman dans ce temps-là. Mais ça, honnêtement, j'en ai pas parlé beaucoup. J'ai jamais parlé sur un podcast ou sur un news outlet, social media, whatever. Mais ça, c'est une des... Exclusivité sans stress. Ouais, exactement. C'est une des meilleures. Puis ils le font plus en ce moment. Genre, tu sais, ça existe plus. Je pense qu'ils avaient transitionné à Dallas pour faire le finals. Ouais. Avant, c'était à Oregon, mais là, ils le font plus. Mais c'est une des meilleures expériences, honnêtement, que j'ai fait de ma vie. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, je me rappelle, qui avaient essayé d'y aller, mais ça n'avait pas fonctionné. Moi, j'ai eu la chance de me tailler une place dans l'équipe. Puis les joueurs que j'ai joué contre, 90% de tous ces joueurs-là sont dans la NFL. Je me rappelle dans la semi-finale, c'était notre équipe. C'était Dylan McCaffrey à quarterback. Puis on jouait contre Team Bama. C'était toi à quarterback, Jerry Jeudy à receiver, Devontae Smith.
Najee Harris at running back. Parce que c'était aussi la compétition. C'était le Nike Opening Finals pour tous les DB receveurs, running back, linebacker. Mais pour les QB, c'était le Elite 11. Elite 11, exactement. Donc, puis cette année-là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient créer une rivalité entre chaque équipe. Donc, ils ont mis la plupart de tous les commits, tous les joueurs qui allaient dans la même équipe, qui allaient au même collège dans la même équipe. Nous, on avait Team Michigan, on avait Dylan McCaffrey at quarterback, Nico Collins, Donovan Peoples-Jones, tous ces gars-là. Puis on jouait contre Team Bama, semi-finals. Puis qu'est-ce qui était cool, c'est que nos coachs de position, c'est tous des coachs qui étaient déjà dans la NFL. Donc, pour les DB, nous, on avait Jamal Adams. Les running backs avec Christian McCaffrey, les receveurs avec Odell Beckham. Qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, on était sur le campus de Nike. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait des barbers 24/7 pour faire des coupes. Il y avait des photoshoots. On avait je pense, j'ai encore du gear en ce moment. J'avais tellement de gear que j'ai reçu de Nike. J'ai encore du gear en ce moment de 2016. Donc, super expérience. Puis honnêtement, je suis vraiment choyé que j'ai eu la chance de participer à ça. C'est le fameux logo squelette là, de l'époque. Je sais pas si c'était exact. visuel. Moi, je vois très, très bien. Moi aussi, je consommais tout. Je regardais tous les one-on-one, etc. Exact. C'était trop bien. À ce moment-là, c'est 2014, je suis en secondaire 3, secondaire 4, puis je capote sur ça. Là, je vais sur Huddle, check toutes les highlights, les meilleurs joueurs. J'entends parler de toi parce que t'es un Montréalais à ce moment-là. J'apprends que tu joué à Curie-Antoine Labelle. Moi, j'étais un Lavallois qui allait à l'école à Montréal, mais je connaissais Curie, bien sûr. Okay. Puis, cette news, quand Jim Harbaugh offre, ça fait une bombe à Montréal. C'était huge. Ben justement, comme je te disais, comment était comme yo, c'est qui Benjamin Saint-Just? Il a même pas joué encore un snap genre cégep. Là, j'étais comme, yeah, it's me. Ben, c'est ce que je voulais adresser. Est-ce que tu es conscient que, ben, je pense que oui, tu viens de le dire, mais à ce moment-là, il y a un. Puis aujourd'hui, puis bien sûr, c'était absurde, mais il y a comme un hate. Il y a des gens qui disent, il a même pas joué à CVM. Moi, je me rappelle, j'entendais beaucoup de naysayers et qu'aujourd'hui, tu es dans la NFL, tu starts aux Commanders de Washington. Je trouve ça exceptionnel. Puis ça montre que même, tu l'as dit au début de ce podcast, tu as dit, malheureusement, au Québec, et je veux pas rendre ça exclusif au Québec parce que toi, tu parles souvent que ça arrive en France, puis les Américains vont dire que ça arrive aux États-Unis, mais on a cette petite mentalité parfois parce qu'on est 8 millions de francophones en Amérique. On est fort au hockey, mais on est fort à d'autres choses, mais le hockey, c'est notre sport principal et puis that's it, tu sais. Et il y a des gens qui se sont dit, c'est impossible. Ils ne startent pas à CVM. Jim Harbaugh s'est trompé. Ouais. Alors, cette persistance d'esprit, après, tu réappliques au opening. Tu es le premier T-test. Tu t'es invité au opening finals contre plein de joueurs NFL que tu as nommés. Tu performes bien. Tu gardes le full scholarship à Michigan, parce qu'ils peuvent t'enlever ton scholarship. Yeah. C'est fou. Ouais, exact. Comme je te dis, comme on avait commencé, c'est pas vraiment quelque chose qui est exclusif au sport. C'est vraiment juste dans un environnement où il n'y a pas, où rêver très grand. Puis je pense que c'est ça une des choses qu'on peut comparer aux États-Unis. Souvent, les gens ici, les gens te disent toujours dream big, tu sais, l'American dream. Et tout ça. Donc, dans le fond, c'est quelque chose que les gens essaient de pousser, ils sont motivés à aller chercher, tu sais, dream big, je pourrais être le président demain. Mais dans d'autres environnements, d'autres pays, tout ça, tu sais, même un peu en Europe, côté football ou même juste au Québec, quand tu dis des genres de choses comme ça, les gens, souvent, ils s'attendent d'avoir, tu sais, des faits, des stats. OK, ben, si tu me dis que tu vas aller en NFL, moi tes stats, est-ce que tu es le meilleur joueur de ton quartier? Est-ce que tu es le meilleur joueur du pays? Whatever. Puis si tu n'es pas le meilleur joueur, ben, tu sais, ça fonctionnera pas. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé, justement. Ils ne savaient pas j'étais qui. Puis, tu sais, avoir un scholarship de Michigan, c'est un Power 5 school, c'est one of the biggest schools. Puis par Jim Harbaugh, qui vient de quitter la NFL, qui est considéré comme un gourou coach, tu sais. Exactement. Fait que là, c'était comme, il y avait plein de points qui faisaient pas qui avaient pas de connexion. Puis là, il était, ben, dans le fond, ils sont créés la rumeur, tu sais, que c'était une erreur, que ça fonctionnait pas, ou whatever. Puis, dans le fond, c'était juste une étape pour moi pour me dire, est-ce que je vais continuer à travailler fort pour justement de prove them wrong? Ou, tu sais, je vais m'abaisser puis je vais me dire, OK, ben, c'est vrai qu'est-ce qu'ils disent, puis, tu sais, ça fonctionne pas tout ça. Puis moi, j'ai décidé d'aller de l'autre côté puis de prove them wrong. Donc, justement, c'est là exactement, tu sais, puis je me disais, je l'ai dit, j'ai jamais dit à personne, mais tu sais, à chaque fois que je renvoyais, j'ai appliqué à tout. Avant d'avoir ce scholarship-là, je me rappelle, j'avais envoyé, puis je les ai comptés parce que j'avais encore mon ancienne adresse courriel. J'allais à la salle d'ordi du Cégep du Vieux-Montréal. Puis j'avais un template, justement, une lettre qui envoyait pour dire j'aimerais ça participer à votre camp, voici mon highlight, ça, whatever. Puis je l'avais envoyé à 72 écoles. Tu sais, chaque Oregon, chaque ACC, Big Ten, Hawaii State, j'avais envoyé à 72, puis j'avais eu comme deux lettres
qui était de retour, qui était de Michigan, de me pointer au camp que je suis allé, où j'ai eu le scholarship, puis Oregon qui disait d'aller au camp aussi, mais ça, c'est trop loin. Puis justement, après, quand j'entendais la plupart des rumeurs, tout ça, puis dire comment ça fonctionnait, je pense que tu les as entendus. Yeah, je les ai entendus, puis je les comprends aussi parce que, tu sais, j'ai passé par personne, je l'ai fait par moi-même. Tu sais, je me suis pointé moi-même avec mes parents au camp. Je suis allé souvent, les gens disaient, si tu veux aller aux États-Unis, tu dois aller dans un prep school. Tu dois aller dans un prep school, tu dois aller dans un high school aux États-Unis, tu dois passer par tel coach pour t'aider. Puis là, ils ont vu que j'avais besoin de l'aide de personne. Là, ils ont dit, OK, on peut pas vraiment lui dire, genre, tu sais, quoi faire, whatever. Puis après ça, tu sais, chaque accomplissement que j'avais, que ce soit le Nike de Opening, mes autres offers de Virginia Tech, Rutgers, ça, mais j'ai dit, you guys gotta see it. Moi, je le share, je le partage sur tous les réseaux sociaux. You guys gonna see my success, you know what I'm saying? Let's go. Like, whatever you gotta say, you're gonna see what I did, and I did it on my own, you know? T'as dit, Ben, que souvent, malheureusement, comme au Québec, il faut que tu aies le proven track record. Puis justement, pour peut-être inspirer les jeunes qui nous écoutent, si ça ne dérange pas, je veux comme parler du track record. Est-ce que tu as fait un All-Star Team secondaire d'ailleurs? Non, j'ai pas. Honnêtement, j'ai eu un All-Star ma dernière année, en 2016, parce que je pense qu'il savait qu'il devait donner. Il était comme, OK, le gars, il s'en va à Michigan. C'est un 4-star. Ouais. On va lui donner un RSEQ pour un First Team All-Star. Je l'ai pas eu en 2015. Je l'ai jamais eu en 2014. J'ai pas joué. J'ai jamais eu au secondaire. Est-ce que tu as fait Team Québec? Non, j'ai été coupé avec Team Québec, justement. Ça, c'est quelque chose que... Je veux qu'ils disent ça, parce que t'imagines, aujourd'hui, je joue starter dans la NFL. Il y a des gars, ils disent, je me suis fait couper de cette équipe-là. J'ai pas start au cégep. Puis ils se découragent. Bro, don't let nothing define you. He's the living example, genre. Anyway, exact. Ça fascine. Exact. Tu sais, même mon père pouvait même pas dire, tu sais, je comprends, parce que mon père, tu as toujours fait Team Québec, tu as fait Team Canada au basket, au foot. Il a toujours été. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'avais dit à mon père, je l'avais appelé, je dis, je suis all good, tu sais. Je suis chill avec les coachs. Tous mes amis ont fait de l'équipe. Moi, je vais faire l'équipe aussi. J'étais à Saint-Jean. Je pense à Saint-Jean qu'on faisait le camp avant de partir à Saskatoon. Pour le dernier cup. Justement, le dernier cup. Là, on me dit, viens voir les coachs. Puis on me dit, je pense pas que tu as tout encore le talent, l'habilité pour être un corner partant. Puis yeah, j'ai été le seul joueur NFL de cette équipe-là qui a réussi. Fun fact, Ben, j'ai été cut de mon année Team Québec la dernière année avant de prendre le dernier camp avant de prendre l'avion aussi, fait que je vais faire la NFL. Voilà, exactement. Ça tombe bien. Non, mais ça fait mal, ça fait mal. J'ai pleuré, j'ai pleuré, man. Puis ça m'a pris beaucoup de temps. Tu sais, j'étais chez moi. Puis j'étais comme, man, tous mes amis ont fait. Est-ce que je suis bon? Est-ce que ça fonctionne? Puis tu sais, comme je te dis, j'avais même pas encore fait aucun camp en 2014. J'avais pas de scholarship, rien. Fait que là, tu sais, mon estime de soi, ma motivation pour le foot était faible. Était très mince. Fait que tu sais, ça aurait pu me briser puis dire genre, hey, whatever, je vais faire d'autres choses, je vais faire quelque chose. Puis je me suis dit, non, I can't do this. Puis là, I can't do this. Le prochain off-season, tu sais, je me suis inscrit athlétisme, sans Claude Robillard, salle de musculation. Tu sais, avec le peu de ressources que j'avais, je me suis dit, je vais faire le plus d'entraînement que je peux pour jamais avoir ce même sentiment-là d'être coupé puis de pas avoir joué toute l'année, tu sais, avec le Cégep du Vieux. Donc, ouais, c'est à tous les jeunes qui vont écouter ce podcast-là ou vous allez voir ces vidéos-là, tu sais, que tu aies fait un All-Star Team, que tu sois partant ou pas, whatever. C'est quand tu give up on yourself, c'est quand tu arrêtes de rêver, justement, puis de commencer à mettre le travail, que ton rêve arrête de se réaliser, tu comprends? Puis même si ça fonctionne pas, c'est ça que j'essaie de dire aux gens, même si ça fonctionne pas, même si je me rends pas dans la NFL, si j'ai tout fait à chaque jour justement pour me rendre à mon rêve, j'ai tout mis de le travail, ben j'ai aucun regret, tu comprends? La pire chose, c'est les gens qui viennent dire, yo, si c'était pas pour mon genou, ou si c'était pas pour c'était pas pour ça. Ces gens-là, tu sais, ils vont saillir toute leur vie parce qu'ils vont dire, tu sais, j'ai du regret parce que j'ai pas mis toutes les bouchées d'œufs, j'ai pas mis le travail justement pour savoir si j'aurais peut-être pu aller au niveau professionnel. Mais si tu le fais tout, qu'est-ce que t'as à faire, ça fonctionne pas, mais là, tu dors très bien la nuit pour dire, j'ai fait tout. T'as pas de regret, en fait. Exactement. 100% d'accord. Très important. C'est comment le retour à CVM? Oh, OK. C'est tremblement de terre. C'est comment le retour à CVM après? Donc, tu viens de dire, OK, t'as pas start ta première année, t'étais habillé, mais t'as pas start. On te connaissait pas vraiment au Québec, comme on vient de nommer, il y avait pas beaucoup d'accolades. Boom, offer de Michigan. Et là, tu reviens pour ta deuxième saison à CVM. Exact. C'est quoi le vibe dans l'équipe? Genre, comment, Ben, le vibe était les joueurs, la plupart des joueurs étaient comme, man, that's cool. Tu sais, les gens gravitaient autour de moi pour me poser des questions. Comment ça se passe? Quel joueur t'as rencontré et tout. Tout le monde était content.
Mais comme je te dis, il y avait beaucoup encore de haine puis de jalousie, de beaucoup de coachs qui disaient là, tu penses que tu connais plus que nous, tu penses que tu es plus gros que l'équipe et tout ça. Je te dirais, il y a 2 personnes, le reste, je ne vais pas nommer de nom, mais il y a 2 personnes qui ont jamais pris de l'autre côté, qui ont toujours été de mon côté, qui m'ont toujours supporté. C'est Steve Alexandre qui m'a aidé pendant tout le parcours pour aller justement à l'Université du Michigan, que ça soit traduire mes bulletins, faire les rencontres avec les coachs, parce que tu sais, le Cégep du Vieux, c'était une des seules universités où on a eu des coachs de Michigan qui sont venus visiter l'école. Tu vois, hein? Ouais. Cégep. Exactement, le Cégep. Les coachs de Michigan sont venus visiter. Ils sont venus visiter, justement. Ils sont venus visiter, ils sont venus me parler à moi. Wow. Virginia Tech aussi. Puis Steve Alexandre, justement, a fait ces liaisons-là. Puis Ronaldo Sagesse qui a joué justement à Michigan parce qu'il savait dans quel genre de situation j'étais. Les autres coachs ont toujours... Il y a eu beaucoup de friction où qui disaient, tu sais... He's becoming bigger than the team. Il pense qu'il est plus gros que l'équipe, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut et tout ça. Puis je me rappelle, j'ai commencé l'année, puis j'étais pas encore starter. Tu sais, il y avait un joueur qui s'appelait Christopher, qui était un DB. Qui est pas dans la NFL. Qui a joué à McGill. Tu sais, c'était un bon gars, c'était un good guy and everything. Mais tu sais, ils l'ont fait start. Puis dans le fond, moi, j'arrivais, puis je jouais à l'autre moitié. Puis là, ça a été ça pendant plusieurs parties. Puis à un moment donné, j'étais comme, yo, what is this? Like, pourquoi je suis le meilleur débit de l'équipe quand je joue pas. On voulait Jim Harbaugh voit que je suis capable de jouer. On voulait m'envoyer un message pour me dire comme tu sais t'es personne, tu sais qu'est-ce que t'as fait, tu sais ça change rien, whatever. Puis tu sais c'est pas comme si j'ai jamais été quelqu'un qui a été malhonnête ou qui manque de respect à personne, whatever. Mais on voulait m'envoyer un message. Puis à un moment donné, tu sais j'étais comme et aussi, si vous voulez pas me faire jouer, tu sais, je vais aller jouer avec part d'autre. Tu sais, j'ai jamais dit à personne, mais j'allais quitter le vieux, j'allais jouer à Momo, j'allais jouer à Vanier. J'allais jouer à Vanier, quelque chose, tu sais, où les gens, où les coachs ou les personnes vont vouloir, tu sais, vont m'accueillir avec les bras ouverts, whatever. Puis Ronaldo, tu sais, m'a fait changer ma décision. Puis je suis revenu, puis j'ai fini par start le reste de l'année. Puis c'est ça, tu sais, c'était difficile jusqu'à temps que je parte. Puis honnêtement, pour te dire, ça n'a pas vraiment changé jusqu'à temps que je suis allé en NFL. Parce qu'après, quand tu es dans la NFL, puis après tu starts, tu vas dire. Ouais, c'est ça. Il y a plus rien à dire. Ouais, là, c'est fini. Ouais, ben là, tu n'as pas encore un Pro Bowl ou whatever. À ce point-là, c'est vraiment. C'est des vrais haters. Mais avant ça, même quand je suis allé à Michigan, c'est comme, OK, là, il est à Michigan. Est-ce qu'il va réussir à start? Est-ce qu'il va réussir à aller dans la NFL ou whatever? Donc, ouais, c'était ça pas mal longtemps du processus. Là. Tu m'étonnes, c'est sûr, parce que du coup, tu pars à Michigan après et tu te retrouves pas dans la même situation, mais c'est normal. Très peu de gens startent freshman year. Ouais. Mais raconte un peu ton parcours à Michigan. Je sais que ça s'est pas super bien fini. Ouais. J'ai vu ça sur TikTok, je suis informé, mais c'était un peu compliqué. Mais du coup, je suis curieux de savoir déjà ton intégration, l'anglais, etc. Dès que t'arrives là-bas après ta dernière saison à CVM. Juste avant de répondre à ça, Ben, s'il te plaît, juste, t'étais 3-star à travers The Opening. Ensuite, tu retournes à CVM, c'est ça? Ouais. Pour ta dernière année. Quand tu reviens à Michigan, là, avant la première saison à Michigan, est-ce que, à cause de The Opening Finals, tes performances, t'es rendu un 4-star, un 5-star? Ouais, j'ai fini justement. Puis c'est sûr que ce genre de trucs-là, tu mets pas trop de valeur dessus, mais honnêtement, pour moi, en tant que Canadien, en tant que joueur québécois, il y en a pas. Comme je te dis, tu peux les nommer sur tes doigts, les joueurs qui étaient sur 24/7 ESPN Rank. Puis, tu sais, moi, j'ai pris ça à cœur, tu sais, d'avoir fini top 15 des meilleurs débits à travers des États-Unis. Je pense que je regarde mon class, c'était moi, Jeff Okuda, Darnell Holmes, AJ Terrell, tu sais, qui ont fini finalistes pour les meilleurs débits. J'ai fini 4 étoiles pour être le number 1 ranked player coming out of Canada this year. Puis, ouais, non, c'était vraiment nice. Puis, ça montrait que tout le travail que j'ai fait entre être coupé de Team Québec jusqu'à ma dernière saison en 2016, il y a eu du progrès, il y a eu du développement. Puis, c'est ça, j'ai enroll à Michigan janvier 2017. Comme je te dis, il y a eu une grosse phase d'adaptement en termes de style de vie, culture, apprendre je continuais encore à apprendre le langage. J'allais la meilleure université des États-Unis
où je devais faire des présentations, des dissertations, des projets avec d'autres personnes, puis je connaissais même pas encore en anglais correctement. Donc, il y a eu une longue phase une transition d'adaptement où j'écoutais beaucoup les conversations pour apprendre des mots, apprendre des phrases, structure de phrases et tout ça. Surtout côté football, tu sais, c'est différent. 12 joueurs, terrain plus grand, Oui, tu sais, les tracés, tu sais, je te dis, le receveur va courir un Dover. Qu'est-ce qu'un Dover? C'est quoi un Dover? C'est quoi un dagger? Je sais pas c'est quoi un Dover d'ailleurs. Moi non plus, je sais pas. Le Dover, dans le fond, c'est le slot receiver court un over, puis le receveur à l'extérieur, disons ton X ou ton Z, court un dig. Dans le fond, dans le fond, le over attire le safety. Le safety pompe, après tu cours un dig devant lui. Exactement. Tu sais, tous des termes comme ça, on dit, hey, Benjamin, we're going to run a Dover right here. That's how you're going to go. C'est un Dover? Non, on appelle ça, tu sais, un tracé, un crochet, whatever. Whatever you want to call it in CJ. Mais c'est ça qu'on apprenait. Il y a eu une transition où j'ai dû apprendre ce genre de truc-là. Mais c'était super nice. C'était pas quelque chose, tu sais, où j'ai été intimidé ou j'ai pas eu de fun ou whatever. Tu sais, c'était le fun. C'était une surprise d'apprendre tous ces genres de trucs-là. Puis j'ai eu des bons amis autour de moi qui sont arrivés dans la même classe que moi, mes teammates qui sont maintenant mes meilleurs amis qui m'ont aidé. Puis ils étaient intrigués. Tu sais, ça, c'est une des choses que j'ai jamais dit aussi. Avant de partir. Une autre exclusivité. Exactement. Non, mais c'est nice parce que j'ai jamais fait vraiment genre de podcast comme ça. Ça a toujours été vraiment plus sérieux. Oui, j'ai jamais vraiment fait de podcast avec des gens des francophones, des gens du Québec, justement, pour parler de ce genre de trucs-là. Yes! T'es officiellement Je suis québécois. officiellement québécois après cette phrase. Mais beaucoup de gens, avant que je parte, me disaient, est-ce que tu es prêt pour aller aux États-Unis? Est-ce qu'ils vont rire de toi parce que tu es francophone? Est-ce qu'ils vont rire, ils vont te dire que tu es le Frenchie, tu es le Canadien? Est-ce que tu es vraiment bon? Whatever. Est-ce qu'ils vont t'intimider? Est-ce qu'ils vont faire ci, ça? Puis j'étais comme, what? Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qui est arrivé avec les autres joueurs qui sont allés, puis il y en a beaucoup qui sont revenus parce qu'ils disaient, ça fonctionne pas, c'est difficile, je suis loin de ma famille, la culture est différente, le style est différent, les gens sont exactement, les gens sont agressifs ou ils m'intimident ou me disent whatever, puis ça a été toujours poussé. Est-ce que tu vas être prêt, Benji? Est-ce que tu vas être prêt? Est-ce que ça se passe comment? Whatever. Puis là, j'étais comme, tu sais, on me l'a tellement dit que j'étais prêt pour ça quand je suis allé, donc je suis arrivé avec une carapace, puis je me suis dit, je vais leur montrer genre que les Canadiens, don't mess with me, exactement, même pas parce que je suis pas des États-Unis que you can just mess with me. Puis ça a été complètement le opposite, ça a été l'autre côté, l'inverse justement. On m'a accueilli à bras ouverts, tout le monde était intrigué de la culture différente, que je parlais français. Tous les gars voulaient apprendre quelques phrases justement pour parler aux filles. Justement pour dire j'ai un ami qui parle français, whatever, tout ça. Puis non, ça a été super cool justement. Donc c'est une des surprises justement d'aller à Michigan au début. Très, très cool. Vas-y. Merci beaucoup. Juste, on recule un tout petit peu, ma bad. T'as commit à Michigan directement? C'est ça que je voulais te demander, parce que je sais que tu as eu plusieurs offers finalement. Est-ce que le choix pour toi était clair de Michigan dès que Harbaugh a donné l'offer? Est-ce que tu as contemplé d'autres équipes? Ben, honnêtement, ça s'est super bien passé. Je ne changerais rien de mon processus. La seule chose, c'est que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait un processus de recrutement. Ouais. Justement, comme je te disais, j'avais pas de profil, j'avais pas d'étoile, personne me connaissait. Donc, je savais pas que tu pouvais pas commit. Justement, tu n'avais pas besoin de commit justement on the spot. Donc ça, c'est une des erreurs des gens qui savent pas que j'ai fait. Moi, j'ai commit à Michigan directement, mais j'avais pas besoin de commit. Là, j'aurais pu juste dire, j'ai eu mon offer, je vais considérer mes options jusqu'au signing day, National Signing Day. Mais moi, j'ai juste commit on the spot, puis je me disais, le offer, j'ai dit, la bourse est là, moi, je vais la prendre live. J'aurais fait avant que quelqu'un d'autre la prenne. Fait que je me suis dit, je vais commit live, mais tu sais, là, c'est pour ça que j'ai dit à mon frère, justement, n'a pas fait la même erreur. Quand il y a eu ses 3 premières offres, je lui ai dit, prends ton temps. Puis il a fait sa décision National Signing Day. Puis justement, j'ai perdu beaucoup d'offres à cause de ça. Il y avait beaucoup d'autres équipes qui disaient, t'es déjà commit à Michigan, on peut pas vraiment t'offer. Virginia Tech me voulait vraiment, Rutgers. Puis il y avait d'autres équipes, je pense Notre Dame, puis Oklahoma State qui m'envoyaient des lettres et tout. Mais je suis resté avec Michigan parce que mes parents, mais surtout ma mère, aimait vraiment le fait que j'allais avoir un des meilleurs diplômes justement au monde, justement, avec l'Université du Michigan, qui est top 10, top 5 à chaque année. Puis en même temps, c'est un programme de football qui excelle. T'as étudié quoi comme cours? Moi, j'ai eu un bac en sociologie. Okay. Puis après ça, j'ai fait ma maîtrise en sports business, en business du sport à Minnesota.
Okay. Puis, shout-out au cégep pour elle, parce que quand je suis arrivé à Michigan, il y a plein de crédits qui ont été transférés de mes bulletins aux États-Unis. Tu sais, tous les cours de méthode quantitative avancée, cours de philo, histoire, calcul, et tout ça, ces affaires-là, ça a transféré aux États-Unis. Puis là, ils ont dit, ben, t'as déjà pris ces cours-là, donc t'as pas besoin de les reprendre encore. Je t'ai dit qu'un cégep, ça vaut plus qu'un bac. On a toujours ce débat. Ouais, c'est vrai. Ça m'a aidé justement à aller chercher, à pouvoir avancer plus vite dans mon bac puis aller chercher ma maîtrise. C'est fou. Joueur NFL, maîtrise. Parce que, justement, finalement, que tu as pu avancer dans ton bac rapidement, ça a servi. Parce que on va en venir. Tu as décidé de transférer de Michigan à Minnesota. Mais avant que tu nous parles brièvement de comment les années se sont passées à Michigan et ce qui t'a fait aller à Minnesota, est-ce que tu peux nous parler du Paris Trip ou Europe Trip que tu as fait avec Michigan? Parce que tu nous as parlé plus tôt dans le podcast que tu es en contact avec Anthony Mongou puis tu as des projets en France. Et selon moi, là, c'est vraiment moi qui spécule, mais cette connexion serait faite pendant ce voyage-là en Europe? Actually, c'est arrivé avant. Mon année freshman, quand je suis arrivé à Michigan, je venais d'apprendre qu'on allait faire... notre premier voyage était à Rome, en Italie. Wow. C'est ça, on a fait 10 jours à Rome, on a pratiqué, puis après ça, on est allé rencontrer les joueurs de AS Roma. Ok, d'accord. C'est pendant le printemps, ça? Ouais, printemps 2017. Donc, ça, c'était super cool. Ça, honnêtement, tu sais, j'ai des mixed feelings, comme on dit. Tu sais, on n'a pas les meilleures connexions, la meilleure relation avec le programme de foot de Michigan, mais l'Université du Michigan, puis les opportunités que j'ai eues, puis les gens que j'ai pu rencontrer, les choses que j'ai pu faire, A1, c'est exceptionnel. Tu sais, des voyages comme ça, tout payé. J'ai rencontré le pape. Qui peut dire ça, tu sais, qui a donné une paire de Jordan 5 au pape, tu sais. Ah oui, le Jordan 5 Michigan. Justement, au Vatican, tu sais, les gens, ils se pointent à chaque semaine, à chaque jour, justement, pour avoir peut-être un regard du pape ou juste le toucher, whatever. Nous, on a pu, tu sais, y aller puis lui donner une paire de Jordans. Puis, je pense qu'il les a rock. Of course. Grande tenue de pape, Jordan 5. Les Jordan papales. Mais non, ça, c'était vraiment cool. Puis justement, quand on a commencé la saison, Anthony, lui, je pense qu'il était un senior en 2017. C'était sa dernière année à Purdue. Il jouait à Purdue, University of Purdue. Puis on a joué. Puis il savait que j'étais un francophone. Donc, on s'est rencontrés après la partie. On a jasé un peu. Puis on a pris une photo, tout. Puis après ça, on est resté en contact, justement. Puis la deuxième année, en 2018, ça, c'est notre voyage au printemps à Paris. Puis on avait... Toute l'équipe, hein? Ouais, toute l'équipe. Puis ça, c'était une initiative de Jim Harbaugh, parce que c'est pas toutes les équipes NCAA qui voyagent comme ça. Non, c'est juste une initiative justement de Jim Harbaugh, puis du programme de foot. C'était payé par les voyages étaient payés par les donneurs, les boosters, justement, de Michigan. Puis c'était quelque chose qui était nice pour les coachs puis les joueurs. Puis aussi, c'était quelque chose qui allait vraiment aider côté recrutement. Tu sais, on fait des voyages, tu sais, Afrique du Sud, Japon, tout ça, gratuit. Donc, ils pratiquent là-bas, c'est incroyable. Exact. Donc, je me rappelle, on a fait une journée, un camp de scouting pour tous les joueurs. Puis on a fait un petit clinique aussi à l'INSEP. Justement, puis là, on était là. Puis c'est là que j'ai rencontré d'autres joueurs de foot aussi. Puis j'ai commencé à rentrer en contact aussi avec Anthony Dalbé. Puis, c'est ça. C'est là que la connexion un peu s'est faite. Puis après ça, on a continué à rester en communication. T'as bien aimé le voyage à Paris? C'est quoi ton meilleur souvenir parisien? On a fait beaucoup de choses, honnêtement. Puis comme je te dis, c'est un des voyages, c'est un des meilleurs voyages parce que il y a aucun montant d'argent qui pourrait remplacer la manière qu'on voyageait, la manière qu'on avait notre horaire, justement. On bougeait comme le président, genre. Wow. À chaque jour, on avait un horaire rempli. On restait à Place Vendôme, l'hôtel Place Vendôme, qui était un super bel hôtel. Puis on se réveillait, on avait le château de Versailles réservé pour nous au complet, juste nous. Wow. Après ça, on avait la sécurité qui poussait tout le monde au musée du Louvre pour qu'on puisse voir toutes la Mona Lisa, toutes les affaires. Juste pour voir toutes, on avait la sécurité en avant, en arrière. Ils nous montraient tout, ils nous montraient, tu peux voir ci, tu peux voir ça, Champs-Élysées, même les pickpockets, là, ils les voyaient avant qu'on les voyait. Parce que, quand je me rappelle, mon ami Koulipé qui joue pour les Colts d'Indianapolis, il se fait voler son iPhone. Et en plus, il avait gardé son iCloud. Puis les gars ont pris une photo comme ça avec son iPhone. Il se demandait son iPhone était où, il était déjà rendu... on était déjà retourné à Ann Arbor, puis là, je pense que les gars avaient pris une photo
à Paris. Je sais pas quel arrondissement, mais ils ont pris une photo, ils étaient comme ça avec l'iPhone. Léo, si t'es chaud, puis Ben, ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée à Paris, exactement pareil qu'on pourrait raconter jusqu'à tout de suite sur le Patreon. Vas-y, je suis chaud qu'on rentre dans la partie Patreon et je vais poster 2-3 questions un peu plus croustillantes pour Ben. Pour Ben, ouais. Ok, c'est le meilleur épisode Patreon à vie. Si t'es pas dessus, t'es un ranceur. Okay, moi, Prenez le Patreon. Ben Saint-Just nous a parlé de son futur match-up avec Dickie Metcalf, sa stratégie. Il nous a breakdown jeu par jeu son match-up avec Justin Jefferson que vous avez vu la saison dernière. Attends, je veux pas que tu spoil un truc. Je vais le vendre croustillant. Quel a été le moment starstruck où il a été waouh par un receveur dans la NFL? 100%. Il nous a parlé de quel receveur. On lui a demandé c'est qui le receveur le plus overrated contre qui il a joué. Il a peut-être ou peut-être pas répondu. À toi de voir sur Patreon. C'est 4 €, bro. C'est ça. À partir de 4 € par mois, vous pouvez nous soutenir. Ça nous permet de voyager jusqu'à Washington pour enregistrer des invités incroyables. On a dû se forcer à arrêter cet épisode Patreon pour donner le reste du contenu à tout le monde sur le podcast. Parce qu'on veut que ce podcast reste gratuit, bien sûr. Mais c'est le meilleur épisode Patreon de ma vie. Je peux mourir comblé. Allez voir ça. On va reprendre sur ta carrière, Ben, du coup. Yes. On revient sur Michigan. Après ta deuxième saison, là-bas, c'est ça? Yep. Tu te blesses pendant ta deuxième saison, c'est ça? Ischio? Ouais, exactement. Ischio, janvier, hamstring. Puis, dans le fond, ouais, ça, c'est une des choses que, tu sais, j'en avais pas parlé pendant longtemps parce que, justement, quand je suis au niveau collégial, tu n'as pas vraiment envie de, comment on dit en anglais, burn bridges, de brûler des relations avec des coachs parce que tous les coachs se parlent, dans le fond, tout le monde se parle, ta réputation est vraiment important, justement, il y a beaucoup de valeur sur ça. Donc, j'essaie de ne pas parler de ce genre de trucs-là. Puis, c'est le genre de truc, justement, que ça arrive beaucoup, mais je ne savais pas dans le temps. Je pensais que j'étais j'ai un cas spécial en disant tu dois retire, comme on dit, tu dois prendre ta retraite à cause de blessures disco-jambier. Puis, justement, j'en ai parlé un peu sur mon vidéo. Mais ouais, c'est ça un peu. C'est ça qui est arrivé. J'ai eu une blessure qui continuait à revenir. Puis, c'était vraiment du côté avec le programme de foot. On était vraiment un programme où qu'est-ce que les coachs te disaient. Disons, un coach pourrait rentrer dans la salle de traitement avec les trainers, tout ça, puis dire comme, ben, si ce joueur-là est blessé en ce moment, mais on a besoin de lui à pratique, ben, dans le fond, le trainer te disait, ben, il est good. Dans le fond, les coachs avaient plus de pouvoir sur qu'est-ce que les docteurs, les trainers disaient, dans le fond. Alors que ça devrait être l'inverse par rapport au médical. Par défait. T'es une jeune personne, t'as entre 18 et 21 ans. Ouais, 18 et 21 ans, t'as pas de parents qui est là, t'es vraiment donné à l'équipe, tout ton pouvoir, ta responsabilité est donnée à l'équipe de foot. Puis dans le fond, les coachs ont tout le pouvoir pour dire, OK, ben, si Ben Saint-Just a une blessure disco-jambier qui dure 4 semaines, ben, on aimerait ça le revoir en 2 semaines. Donc, tape this up, tape it up, prends des Advil, prends du Tylenol, puis reviens en pratique. Puis, c'est un moment, quand j'étais à Michigan, on avait des pratiques de 4 heures, tu sais, de camp de printemps. Ça, c'est juste de camp de printemps. On avait des pratiques de 4 heures. Tu sais, c'est vraiment, on essayait de passer par tous les petits coins pour justement, comment on pourrait dire ça, pour break the rules. Not break the rules, mais pour bend the rules, comme on dit, de la NCAA qui disait qu'on avait seulement besoin de 4 heures, mais on avait 2 équipes. Dans le fond, on avait une équipe A, une équipe B. Dans le fond, lui, il se disait, on va faire pratiquer l'équipe A en premier, puis après, on va faire pratiquer l'équipe B en premier, puis ça va être 4 heures en total. Mais techniquement, on est supposé avoir les 2 équipes en ce moment, en même temps pour pratiquer pendant 4 heures. Fait que là, ça veut dire 8 heures au total. 8 heures au total. Si tu es un début, un receveur, techniquement, tu as 10 receveurs. Fait que là, disons, moi, tu as 3 groupes peut-être, ou même 2 groupes, 5 receveurs. Là, tu es rendu 5 receveurs pour faire des 7 contre 7, pour faire des 11 contre 11, pour faire des one-on-one, pour faire des... Exactement, pendant 4 heures. Puis là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, c'est le genre de truc qu'on avait au début, justement, de la carrière de Jim Harbaugh à Michigan. Je pense que c'était une période d'essai. C'est une période d'essai, on essayait des trucs, est-ce que ça fonctionnait? On avait beaucoup de difficultés à gagner contre nos rivaux comme Michigan State, Ohio State. Puis il y a beaucoup de joueurs justement qu'on a perdu à cause de ça, à cause de la culture beaucoup trop rigide pour justement les récompenses puis les résultats qu'on avait. T'sais, si tu fais ça, disons, à Alabama, je pense que Nick Saban fait encore ça. Je parle avec des teammates comme Jonathan Allen puis tous les Darren Payne, les gars qui ont joué à Alabama. C'était vraiment difficile. C'est vraiment, les gars, ils ont haï le collège. Hein. Ils gagnaient les National Championship. Ils gagnaient un National Championship. À chaque fois, il fallait que tu disais, OK, c'est bon, ça vaut la peine. Mais les gars, ils ont haï leur expérience de camp d'entraînement, puis de pratique, puis de tout ça au collège. Donc, c'est ça un peu la situation. Blessé à l'ischio-jambier, ça a continué à traîner parce que justement, je retournais toujours au jeu trop rapidement. À cause qu'ils
forçait un peu. On me forçait à retourner dans un environnement où je devais pratiquer 4 heures sur un ischio-jambier qui était déchiré. Puis justement, j'avais pas autant de ressources que j'ai en ce moment, justement, de traitement, puis d'aide et tout ça. Puis la meilleure solution, comment on pourrait dire ça? La meilleure solution en fin d'année 2018 pour l'équipe de Michigan, c'était vraiment de me donner des papiers de retraite en faisant, comment on pourrait dire, on m'a dit, si tu signes ces documents-là ici, en fond, qu'est-ce que les gens savent pas, c'est qu'on m'a confirmé que quand on va pouvoir, comment on pourrait dire, reverse the situation, on m'a dit que si tu signes ces documents-là, on va pouvoir justement changer le résultat après ça quand tu reviens en santé. Dans le fond, on va donner plus de temps pour aller à l'extérieur, pour aller prendre des ressources à l'extérieur, des comment on peut dire ça, des facilities de treatment et tout ça, traitement, massage et tout. Quand tu es prêt à revenir, on va faire des tests, on va tester, voir si tu es en santé, puis après ça, tu vas revenir à l'équipe. Là, je leur ai demandé plusieurs fois, dit, est-ce que c'est ça qu'on va faire? Est-ce que c'est ça le processus? Vous allez pouvoir reverse ça, puis renvoyer des mêmes documents à la conférence pour me ramener dans le système. Puis on m'a dit oui, c'est bon. Mais il n'y avait rien d'écrit en contrat. Là, quand j'ai signé ça, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Je suis revenu. Ben, dans le fond, on a pris ma bourse et on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Puis on m'a dit, ben, on peut rien faire pour toi. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches pour aller dans une autre équipe. Puis l'Université du Minnesota m'a donné une deuxième chance. Ça, c'est cool. Donc, en gros, je résume. Tu te blesses à l'ischio, mais on te force à revenir trop vite aux entraînements. Finalement, les traîneurs et tout, ils se disent ouais, écoute, on ne force pas à revenir pour que tu aies le temps de bien te traiter, de te réparer. On va arrêter ton contrat avec l'équipe, entre guillemets, c'est pas un contrat, mais tu vas te retirer de l'équipe. T'inquiète, tu pourras revenir après, mais va te soigner bien et tout, c'est important pour toi, prends soin de toi. Tu fais tout ça et tu reviens, ils disent ah bah non, en fait, t'as plus ta place. Exact. Puis moi, au début, je pensais que c'était un cas spécial. J'étais un cas spécial. Je suis comme, wow, c'est à qui d'autre qu'ils ont fait ça. Mais il y a beaucoup d'universités qui font ça un peu partout aux États-Unis. Parce que c'est pas comme au niveau professionnel où tu peux juste release ou arrêter un contrat de quelqu'un. Parce que justement, là, tu peux pas vraiment faire ça parce que tu payes des joueurs des millions de dollars. Mais au côté universitaire, quand tu signes une bourse, techniquement, tu es supposé rester là 4 ans. Donc, ils trouvent plein de petits trucs comme ça. Des loopholes, justement, pour les retirer de l'équipe. Puis c'est plate parce qu'on avait une classe de top 5, je pense. On avait plein de 5 étoiles, 4 étoiles en 2017, en 2018 pour gagner justement un des National Championships. Puis si je me rappelle bien, on avait, je pense, 21 joueurs qui sont venus. Ça, c'est le classe avec Donovan Peoples-Jones, Tariq Black, Nico Collins, tous ces gars-là qui étaient là. Puis de cette classe-là, il y en a seulement 4 qui sont restés. Qui ont gradué. Qui ont gradué, justement, qui sont restés pour jouer. Le reste, ils ont transféré. Il y en a qui ont arrêté de jouer. Il y en a qui ont pris leur retraite. Donc, c'est plein de rêves de jeunes joueurs de foot qui se sont arrêtés justement à cause des décisions que des coachs puis d'un staff qu'ils ont fait dans ces années-là. Fait autant que tu nous as parlé des bons moments à Michigan, des voyages incroyables, des opportunités incroyables, tu nous montres le revers de la médaille, puis tu nous fais comprendre aussi que c'est pas mal comme ça dans beaucoup d'équipes NCAA, malheureusement. Exactement. On est tellement jeunes, on a des gars qui arrivent à 18, moi j'arrive à 19 ans, tout ça, puis là tu joues pour l'amour du foot, c'est le fun et tout ça, mais tu rentres vraiment, surtout en ce moment avec le nouveau NRL, tout ça, tu rentres dans un côté business. Un vrai business derrière. Un côté business que si t'es pas capable de faire ce que je te demande de faire, ben on va passer au prochain, puis ton rêve de jouer dans les professionnels, ben j'en ai rien à foutre. C'est business, politique, puis en vrai, à la fin de la journée, le but des coachs, c'est juste de trouver quelqu'un de meilleur pour te remplacer. Exactement, parce que si tu peux pas jouer, ben là, mon image, elle paraît pas bien en tant que coach. Puis ce coach-là, lui, il veut se faire payer. Il veut avoir une promotion et tout ça. Donc, si tu es dans le chemin de sa promotion, donc on va t'éliminer. Hein. Donc, Minnesota te donne une deuxième chance. Ils te permettent de transférer là-bas. Ça aide le fait que c'est ça dont tu parlais avant, ça aide le fait que tu aies fini ton bac ou... Ouais, ben justement, moi, j'étais avant la nouvelle résolution de la NCAA qui disait que tu pouvais transférer sans perdre une année d'éligibilité. À l'époque, c'était pas le cas. Ouais, à l'époque, tu devais... c'était comme un peu ça au cégep. Hein? Quand tu transférais, tu devais arrêter. Tu devais pas jouer que 4 games. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, à part si tu arrives à négocier certaines choses. Ou à l'amiable. Genre moi, quand j'ai transféré de Vanier à Montmorency, on a négocié à l'amiable parce que je changeais de division. Ouais. Mais des fois, techniquement, s'ils veulent, tu peux prendre ton 3 games. Tu vois, si tu étais parti de CVM pour aller à Vanier, t'aurais pas pu jouer. Non, moi, j'aurais négocié quelque chose pour jouer directement.
Mais non, c'est ça. Moi, j'ai eu l'opportunité justement de graduer de l'Université du Michigan. Fait que ça m'a aidé à aller directement de transférer en tant que graduate student à l'Université du Minnesota. Ouais, tu perds pas d'éligibilité. Ouais. Fait que là, je suis arrivé directement à Minnesota. Pourquoi Minnesota à ce moment-là? Parce que honnêtement, je suis allé, c'est la seule équipe que j'ai eu. Honnêtement, j'étais dans un état d'esprit, j'étais tellement démoralisé, tu sais, c'était tough, vraiment, parce que j'ai passé, j'ai signé ces documents-là fin août 2018, puis j'ai pas joué au foot jusqu'en septembre 2019. Ok. Fait que c'était comme 1 an et demi que j'ai pas joué au foot. J'avais pas accès, tu sais, il y a un certain moment, tu sais, ils m'ont donné accès jusqu'à la fin de 2018 pour faire mes entraînements au Facility de Michigan. Mais après ça, quand ils ont dit que ben, t'es plus sur le roster officiel, ben, tu peux plus utiliser la salle de muscu, la cafétéria, tout ça. Donc, j'ai commencé, tu sais, à aller au gym, tu sais, au Econo Fitness, whatever. Justement, de Michigan. Exact. Gym local. Pour m'entraîner, aller à la cafétéria de tous les autres étudiants. Fait que c'est comme un reality check, tu vois. Je suis devenu comme, tu sais, une personne, tu sais, un étudiant normal qui se faisait justement, j'étais comme j'étais un nobody, mais vraiment, en même temps, tu sais, j'étais dans ma tête, je suis encore un joueur de foot, tu sais, je veux continuer mon rêve, tout ça, mais c'était un reality check. Puis, justement, j'ai eu ma chance quand j'ai mis mon nom dans le transfer portal. C'était comme un part 2 du recrutement. Il y a plein d'équipes qui appelaient, plein disaient OK, ouais, on aimerait vraiment ça t'avoir, envoie-moi des documents. Puis il y a beaucoup d'équipes qui ont appelé, puis après, ils n'ont plus jamais rappelé après parce qu'il y avait beaucoup de coachs de Michigan qui parlaient justement des rumeurs, disaient ben c'est pas un bon joueur, c'est un joueur qui est mentalement, il n'est pas capable de passer par-dessus les blessures, ou c'est un gars qui est lazy, ou whatever. Plein de choses qu'ils ne savaient pas vraiment sur ma situation parce que justement, ils n'ont jamais été autour de moi, ils n'ont jamais su la vérité. Fait qu'il y a plein de coachs qui ont juste dit, ben, il s'est blessé à l'excuse jambier, puis il n'est jamais revenu. Donc, c'est un joueur qu'on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas faire confiance. Puis, c'était pas ça le cas. Puis, je suis allé voir un spécialiste justement à Indiana, justement pour me clear, pour me donner un peu plus de proof, justement, un peu plus d'outils à utiliser pour montrer la vérité. Puis ça disait que mes ischios jambiers étaient 100% en santé. Il n'y avait aucune chance que ça revienne puis que ça soit un truc récurrent. Justement, que ça soit une blessure qui soit tellement grave que je dois arrêter de jouer, comme il disait. Okay. Puis ça, c'est ça que j'ai pu montrer à Minnesota. Puis justement, à Minnesota, dans la même conférence du Big Ten. Donc, tu as eu une chance de... Exactement, on a eu la chance de jouer contre Michigan. C'était aussi c'est une bonne école côté académique. C'était pas trop loin du Canada pour que mes parents viennent me voir jouer. Puis je trouvais que c'était pas mal la même chose côté style de vie et tout. Donc je me suis dit, parfait, je vais aller là. Ça c'est une autre exclusivité aussi sur le podcast. L'autre exclusivité, c'est que j'avais Minnesota, j'avais UMass qui m'avait envoyé un scholarship, puis j'avais University of Houston. UMass, tu serais retourné jouer avec Samuel Emilus? Exactement, Samuel était là. Okay. Samuel allait à sa première année en 2019, je pense. Donc j'aurais joué avec lui. Puis il y avait University of Houston. University of Houston, le coach est venu me rencontrer. J'aimais, mais je trouvais que c'était beaucoup trop loin du Canada pour que ma famille vienne. Puis ils avaient une bonne équipe. Donc je me suis dit, je pense que ça va être Minnesota. Là, j'ai commit à Minnesota. Puis après ça, un des coachs qui était à Michigan, mais qui est parti aller pour une autre équipe, il était coach de linebacker, m'a appelé. Il m'a dit, comment tu m'as pas dit que tu étais dans la transfer portal, on veut t'offrir live, whatever. Puis c'était USC. Là, j'aurais voulu jouer à USC, comme au Cali Boys, Cali Vibes, genre la stuff, ça aurait été nice. Mais Minnesota, ça a super bien fonctionné. Puis ton stade à Minnesota est sûrement plus rempli que le stade du SC parce qu'ils ont eu des problèmes ces dernières années. Exact. Mais là, ça va changer avec Caleb Williams. Exact. Mais... en 2019, on a eu la meilleure édition à Minnesota depuis 1902. Tu comprends? Wow. Donc, c'était comme les étoiles étaient alignées. Donc, yeah. T'as aussi fucking ball à Minnesota, soyons honnêtes, là, on peut dire les choses. J'ai suivi cette saison pas mal avec toi à ce moment-là. C'est vrai. C'est quoi, 2019, ça? Ouais, 2019, justement. On est à Montmorency ensemble. on regardait les matchs. On les replayait, là, on jouait pas mal les mêmes journées, mais on replayait les matchs sur YouTube. Puis là, c'est là que ton nom a commencé à sortir. Potentiel draft pick et invitation au Senior Bowl. Yeah, exact. Tu peux nous parler de ça? Exact, ouais. Je suis arrivé à Minnesota, puis Coach Fleck, il m'a pris, comme on dit, under his wing. Il m'a vraiment aidé, il m'a supporté, il m'a dit qu'on t'a amené ici pour une raison, pour que tu puisses jouer, pour que tu puisses start, mais en même temps,
Je peux pas te donner justement l'exclusivité juste parce que tu as un transfert de Michigan que je vais te laisser. Tu vas devoir compétitionner avec les autres joueurs que justement gagnent ma place. Puis à ce moment-là, il te reste une seule année d'éligibilité, on est d'accord? Non, il m'en restait 3. Il m'en restait 3 parce que justement, comment il m'en restait? Parce que j'ai joué 2017. Dans le fond, j'en avais 4. J'ai joué 2017. J'ai pas joué 2018 parce que j'étais blessé. Okay. Fait que là, 2019, il me restait encore mes 3 années. Il stoppe ta clock quand t'es blessé comme ça? Ouais, quand t'es blessé, si tu joues pas, il stop your clock. OK. Ouais. Wow. Moi, j'avais 3 ans. Fait que c'était comme, OK, nice. Comme on peut t'avoir pour 3 ans ici, that was good. Puis là, il y avait d'autres justement corners demi-défensifs qui étaient là, qui avaient joué, qui avaient de la seniorité, comme on dit. Donc, j'ai dû compétitionner avec eux. Puis, j'étais pas partant au début de la première partie qu'on a joué. On a joué contre South Dakota State, première game. J'étais pas partant. J'ai pas joué. J'ai joué sur une unité spéciale seulement. Après ça, deuxième game, on a joué contre Fresno State. J'ai joué, je pense, deux drives. Je pense 8 jeux total. Après ça, on a joué la troisième game, j'ai joué peut-être 8 jeux aussi. Fait là, je me disais, OK, ouais, c'est quand mon moment pour jouer. J'étais comme, j'ai transféré ici, on m'a dit que j'allais jouer et tout ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, la 4e game, quand on joue contre Purdue, on joue contre Purdue, puis le demi-défensif qui était partant, une game qui était difficile, il comprenait pas les jeux, il y avait beaucoup de jeux qu'il a ratés, il y a eu beaucoup de flags aussi, fait que là, ils ont dit comme, OK, il faut le sortir du jeu, mets Saint-Just, voir qu'est-ce qu'il peut faire, puis the rest is history. I never came off the field after that. I never came off the field, puis on a eu une de nos meilleures, comme je te dis, on a eu une de nos meilleures saisons depuis 1902, 11 victoires, 2 défaites, on a gagné contre number 4 ranked Penn State à home, on a gagné contre Auburn qui était numéro 10 au Outback Bowl. Puis c'est ça, 2020, c'était une saison qui était un peu plus à cause du COVID, on était cédulés pour jouer 8 matchs. J'en ai joué 5 parce que j'avais attrapé la COVID. J'ai dû rater 3 games. Wow. Puis après ça, je me suis dit, OK, bon, j'ai déjà ma maîtrise est finie. J'ai joué 4 ans. Je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'autres choses que je peux faire. Je pourrais revenir puis monter mes draft stocks pour être peut-être un choix de première ronde. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de risques qui viennent avec ça. Si je me blesse, c'est fini. C'est soit première ronde. Puis j'étais projeté, je pense, 7e, 6e, 7e round avec ce que j'avais. Puis là, j'étais comme, whatever. Je vais prendre mes chances, I'm gonna roll the dice, puis je vais essayer de monter justement mes stocks en allant au Senior Bowl, en faisant mes trucs au Combine, montrer un bon Pro Day, à faire des bonnes entrevues avec les équipes, puis on va essayer de monter tranquillement au draft stock à la place de retourner une autre année puis de risquer de me blesser. Yeah. Est-ce que tu as eu sa revanche contre Michigan dans ces 2 saisons? J'ai eu ma revanche contre Michigan, mais honnêtement, parce que j'ai encore plein d'amis dans l'équipe à ce temps-là, à Michigan. Donc, on se voit avant la game, puis on parle un peu, puis c'est un peu comme, il y a un rivalry, mais on niaise un peu et tout. Ouais. Mais je compte pas vraiment cette game-là parce que l'année COVID, il y avait plein de joueurs qui étaient absents. On a commencé la saison, on a arrêté la saison, on a recommencé. On a perdu, je pense, 42-24 ou quelque chose comme ça. Donc, Michigan ont fini par gagner. Mais, tu vois, Jim Harbaugh est venu me voir après la game, m'a dit, hey, good game, kid. Keep working. I believe in you and all that stuff. Puis, toi, tu lui as dit? Non, j'étais comme, thanks. Je voulais juste qu'il voit, qu'il a fait une erreur. Puis que, je suis good, je suis en santé, je suis en train de bien jouer. Puis, ils m'ont même envoyé ma dernière paire de Jordan 4 exclusif Michigan. Donc, je me suis dit, pas de beef. Donc, bon. OK. Et du coup, après ça, Senior Bowl, ça se passe bien? Tu fais excuse-moi, Léo, comment tu te fais inviter au Senior Bowl malgré qu'il te reste une année d'éligibilité? Comment ça marche, ça? Ben, dans le fond. C'est une 5e. Ouais, c'est ça. Un peu comme au Canada. Ouais. Okay. Dans le fond, j'ai eu mon invitation du Senior Bowl quand même assez tard parce qu'ils ne savaient pas si j'allais déclarer pour le draft, si j'allais revenir parce qu'il techniquement me restait une autre année à cause du COVID. C'est ça. Donc là, il était comme, OK, est-ce que Benjamin Saint-Just met son nom dans le repêchage? Là, j'ai mis mon nom à la dernière minute avant la fin de l'année 2020. Puis mon agent a vraiment poussé justement pour envoyer ma sélection au draft du Senior Bowl, puis j'ai réussi à avoir une invitation, puis honnêtement, c'est une des choses qui m'a vraiment aidé tremendously côté draft stocks, parce que j'ai commencé, comme je te disais, j'étais projeté 6e, 7e, parce que j'ai pas vraiment eu la chance de jouer en 2020 à cause du COVID. Puis après mes performances en pratique puis au match, ben là, j'étais déjà projeté pour être top 100
dans le draft. Donc, non, t'as eu un fou Senior Bowl, ça aussi, on Ouais, l'a regardé ouais. sur YouTube. Exact, non, C'était j'étais très all sérieux. business. Je suis allé au Senior Bowl, puis je me suis dit, je vais prendre ça au sérieux, je vais prendre le plus de connaissances possible. J'avais mon cahier de jeu, je prenais des notes et tout, je montrais au coach que j'étais un joueur qui était coachable, comme on dit, easy to coach, qui écoute. Puis chaque opportunité que j'avais, justement pour montrer mes talents, justement, je montrais qu'est-ce que je pouvais faire. Ça me donnait un peu des flashbacks de mon premier camp quand je suis allé à Michigan, quand j'étais tout jeune, puis je voulais montrer, justement, genre, qu'est-ce que je pouvais faire. Puis après le Senior Bowl, ben, c'est le draft process. Exact. Je me rappelle pas exactement, est-ce que tu allé au Combine ou est-ce que c'était un Pro Day? Ben, à cause du COVID, j'ai été invité au Combine. Donc, je suis allé au Combine faire toutes les entrevues puis les tests physiques et tout ça, mais on n'a pas compétitionné juste à cause que le COVID était encore présent et tout. Mais c'est quand même un honneur de recevoir une invitation au Combine. C'est le Combine. J'écoute ça depuis que je suis tout jeune, de voir tous les meilleurs joueurs courir le 40 verges et tout. T'aurais couru combien? Entre nous, là. Honnêtement, moi, je me dis toujours, si j'avais couru comme dans les 4-4, 4-4-1, 4-4-2, 4-4-3, à mon size, j'aurais été au moins comme fin du premier round, second round, c'est sûr. J'ai couru 4-5 flat, 4-4-9 était mon meilleur temps, donc il était comme, OK, il est plus quick. J'ai eu cette année-là, en 2021, j'ai eu le meilleur T-test de n'importe quel. Ça, c'est vraiment ton test. Là, ouais, c'est T-test, puis le L-test, là, le L-test, ça, c'est un mes meilleurs drills, surtout à mon size, c'était comme, oh shit, like, comme, ce gars-là est vraiment quick, puis vraiment, il y a de la bonne good balance on his feet. Mais en termes de long speed, j'avais pas genre le amazing, like 4-3, 4-4. Fait que c'est ça qui me manquait. But can't have everything. Mais c'est ça, justement, le draft process, le process au complet, c'est quelque chose qui est nice, mais en même temps, c'est stressant. Hein. C'est des entrevues. Je pense que j'ai fait des entrevues avec... quand j'allais au Senior Bowl, la dernière journée, il y a 2 jours, les 2 dernières journées avant le match, c'est littéralement, tu vas dans une grosse salle de conférence, comme un peu genre... quand tu vas dans un hôtel, puis là, ils ouvrent toutes les portes des salles de conférence. Chaque 32 équipes a une petite salle, puis là, tu commences, ils commencent une sirène, puis là, après, chaque joueur se déplace après chaque petite... exactement, speed dating, mais avec des équipes. Là, tu t'assois pendant 5 minutes, puis tu parles, ils posent des questions. D'où tu viens, ta famille vient d'où, whatever, qu'est-ce que ça fait ici, pourquoi tu t'es blessé ici. Des fois, ils te montrent des jeux, puis ils disent, OK, dans le fond, c'est qu'ils vont faire, il y a des équipes qui veulent savoir quel genre de leadership, quel genre de joueur t'es. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont sorties un iPad, ils m'ont montré mes pires jeux. Des jeux où je suis tombé par terre, le gars, il a scoré un touché, ou des jeux où il y a eu un manque de communication avec moi, mon safety. Puis de savoir si je vais faire des excuses ou si je vais être capable d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé, si je vais blâmer quelqu'un d'autre, ou je vais prendre, je vais être accountable, comme on dit, puis je vais prendre le blanc, puis je vais dire, OK, ouais, ça, j'aurais pu faire ça ici. Puis après ça, dans le fond, ils veulent voir comment tu as réagi après. OK, ben dans le fond, après, on a changé, on a fait un ajustement, puis on a fait ci, ça, puis on a eu une interception ou on a fait un plaqué sur ce jeu-là. Ils veulent voir qu'est-ce que tu vas faire. Je me rappelle encore, j'avais une entrevue avec les Bills, puis là, ils ont dit, ben, on va pas vraiment te parler de qu'est-ce qu'on va faire, mais on va sortir un tableau. Puis, ils ont sorti un tableau, ils ont dit, dessine-moi ta défense favorite. Là, je dois mettre le D-line, le linebacker, je dois mettre les safety, je dois mettre, OK, c'est quoi mon blitz que je vais faire, c'est quoi la couverture, puis ils veulent voir si c'était un joueur qui est intelligent côté cahier de jeu, pas juste physique. Cover 0, full blitz, il a mis. Exact. Donc, plein de petits trucs comme ça, puis ça dure 4 heures, justement. Puis là, tu dois être sur tu dois être sérieux, focus. Puis, tu sais, moi, j'ai pris ça au sérieux. Tu sais, il y avait des gars qui arrivaient avec des hoodies ou juste des flip-flops, puis il n'y avait pas de cahier de jeu. Tu sais, moi, je suis arrivé avec... ça, c'est une des choses que j'ai appris aussi à Minnesota. C'est qu'on avait une règle que tous les joueurs de foot devaient avoir un GPA de 3.0 ou up, qui était genre une cotère de genre 30 ou plus, ou genre 28 ou whatever, qui était vraiment bonne parce qu'on voulait justement avoir des accomplissements côté académique et aussi football. Genre une moyenne de genre 16,5 en France. Ouais, exactement. C'est une vraiment bonne moyenne. Puis on devait s'asseoir première rangée avec un polo ou un chandail boutonné, justement. Puis on avait une chemise justement. Puis on avait quelqu'un justement du staff qui venait à chaque classe puis regardait, OK, est-ce qu'on est arrivé à la classe à temps? Est-ce que les joueurs sont en retard? Est-ce qu'ils ont leur chandail boutonné, tout ça? Puis là, j'ai continué avec ces mêmes valeurs-là quand je suis allé au Senior Bowl.
j'avais toujours mon chandail boutonné, ma chemise, j'avais mon cahier de jeu pour prendre des notes, tout ça. Puis il y a beaucoup d'équipes justement qui ont vu ça. Puis Washington, c'était une des équipes qui ont vu, OK, ce jeune-là, il est sérieux. Même si on joue au foot, c'est une entrevue pour une job, c'est ta carrière. Donc, ils ont pris ça au sérieux. Puis du côté physique, est-ce que tu t'es préparé, comme les exos de ce monde-là, genre de training facility spécifiquement pour le combine ou comment moi, j'ai eu la chance avec justement mon agence. J'avais signé avec Priority Sports. Mes deux agents, Mike et Jamie, étaient avec Priority Sports. Maintenant, ils sont rendus à Vayner Sports, qui est dans le fond, là, je travaille avec Gary Vee. Vous connaissez Gary Vee? Oui. Ouais, justement. Donc, Gary Vee, fait partie de mon équipe d'agents et tout. OK. Puis, le créateur de contenu, là. Ouais. Puis, justement, pour le combine prep de l'année au complet en 2021, j'ai eu la chance de m'entraîner au Mamba Sports Academy, c'est qui est en Californie, à côté de Calabasas. Okay. Justement, c'est le facility que Kobe Bryant a construit avant qu'il passe away, qu'il soit décédé. Puis, justement, c'est plein, je pense que c'est comme 8 courts de basket. Il y avait une grosse salle de gym. On a une grosse salle de recovery, de traitement, une salle en haut pour faire pour visionner du film et tout. Donc, c'est comme un emplacement comme Exos, mais c'est vraiment plus exclusif, justement, à notre agence. Puis, c'était une super belle expérience, honnêtement. S'entraîner en Californie pendant comme 3-4 mois, c'était nice. Après ce passage au Senior Bowl, au Combine, tu nous avais dit qu'en sortant à la base du draft, en mettant ton nom dans la draft, tu étais projected 7th and 6th round. Ouais. Tu passes par le Senior Bowl, tu passes par le Combine. Est-ce que tu as fait un Pro Day aussi? Ouais, j'ai fait mon Pro Day à Minnesota, justement, où j'ai eu le meilleur, justement, T-test, le meilleur L-test. J'ai eu un bon 40 verges, j'ai eu une bonne séance de drills, tout ça avec le coach, je pense que c'est le coach des Saints qui faisait les drills. Puis, ils étaient vraiment contents, justement, des performances. J'étais content aussi de mes performances. Puis, ça m'a comme solidifié en tant que joueur top 100. Puis, je savais un peu, tu sais, j'étais pas vraiment surpris de où j'allais être drafté. Je savais déjà que ça allait être, disons, fin du 2e round, début du 3e. Donc, je savais que n'importe quelle équipe qui me draftait dans cette range-là d'équipe, dans cette range-là de sélection, je savais que j'allais fin du 2e round, début du 3e. Fait encore une fois, comme tout ton parcours à date dans ce podcast, you bet on yourself and it pays off. Genre, tu étais considéré un 7th round pick, quelques mois plus tard, boom, 7th, quelques mois plus tard, 2nd or 3rd. Yep. Puis c'est ce qui est arrivé, right? Si je me trompe pas, round 3, 74e pick. Yes, sir. Yes, sir, 74e. Yeah. Puis, ça, c'est une des choses que, honnêtement, je suis triste que j'ai pas eu la chance. Je voulais vraiment faire un bel événement, de retourner à Montréal. Retourner à Montréal pour faire, avec mes coachs qui ont commencé Wildcats, Lou, Cégep, mes amis et tout. Faire ça un bel événement, un des seuls joueurs de Montréal qui se fait sélectionner. Puis, à ce temps-là, maintenant, il y a Mathieu Bergeron qui a été sélectionné au deuxième round. Mais, à ce temps-là, j'étais à the highest depuis, Chimang, comment ça s'appelle? Timbi, je vais même pas saboter son nom de famille, mais il est allé à Vanier. Oui. Choix de première ronde, à jouer à Michigan. Peut-être Jean Tim, on l'appelait. Mais depuis 1996 ou 17. Donc, c'était un gros événement, puis c'était quelque chose qui était un gros accomplissement, puis je voulais vraiment célébrer ça, avec ma famille, mes amis. COVID, ça n'a pas fonctionné avec le COVID, donc je suis resté en Georgie, où ma femme faisait sa dernière année d'éligibilité en athlétisme. Elle jouait elle courait Georgia. Il y a Bulldogs. Puis, justement, j'ai amené la plupart de mes amis de Michigan, Minnesota qui sont venus, puis on a fait une petite réunion, puis I got my name called. I remember, j'ai mon cellulaire a sonné, j'ai vu que c'était Washington. Là, j'ai pris le téléphone, c'était Coach Rivera. Coach Rivera était comme, hey kid, like, we got you on the board, the 74th pick is coming, we're gonna pick you. Puis là après c'est comme, ce moment-là, après, tout a commencé à devenir comme, tu sais, c'est flou. C'est comme sur un, tu sais, c'est un moment, tu peux pas vraiment expliquer. À ce point-là, j'avais 23 ans de travail, de rêve, de blessures, de déceptions, tout ça qui passait jusqu'à temps à un des plus beaux moments de ma vie où je me fais repêcher. Tu sais, comme je te dis, j'ai passé de 6-7e à toutes les rumeurs qui disaient « Yo, c'est qui? Lui, il a un scholarship de Michigan, puis là, est-ce qu'il va start ou whatever? » Puis là, ça me passait tout par la tête. Puis là, je disais « Hey, et le choix, le choix, le 74th pick va passer, on va te prendre.
We really like you. On aime ta versatilité. T'es un bon joueur. Like, welcome to Washington. Puis là, j'ai mis mon cellulaire down. Puis là, j'ai tourné à ma femme. J'ai dit, Washington just picked me. Là, tout le monde était comme, ah. Puis là, on le voyait à la télé. Là, j'étais comme, wow. Puis là, on m'a dit comme, tu sais, c'était Troy Vincent, je pense, qui m'annonçait. Il dit, with the 74th pick, Washington Commanders select Benjamin St-Juste. Là, il était comme, ah, j'étais comme, hein. Là, après ça, mon cellulaire a figé. Ça a figé, il fonctionnait plus. Fait que là, j'ai dû prendre le cellulaire de quelqu'un d'autre, mais ça fonctionnait plus. Trop de notif. Ouais, notification, c'était comme, wow. Mais, yep. C'est un moment, honnêtement, on m'a demandé beaucoup, tu sais, de décrire justement qu'est-ce qui se passait par ma tête. Je peux pas vraiment mettre trop de mots à ça. Ouais, exactement. Bonne chance. Voilà. Après, c'est techniquement un 2024 CFL Draft Prospect. Il a déclaré. Après ça, incroyable déjà, contrat NFL, ça soulage. Yep. Je pense que ça aide financièrement. Signing bonus. Ouais, boum. Signing bonus, yeah. Ça fait du bien. Mais moi, je veux savoir, après la première saison, c'est quoi le moment où c'est ton welcome into the NFL moment, là où c'est bienvenue. Là, t'es en NFL et ça te frappe, genre. Ouais, positivement ou négativement. Hein. Yeah, je te dirais, justement, j'ai été drafté. Après ça, 2 semaines après, j'ai report au camp, au rookie minicamp. Il y avait beaucoup de hype autour de mon nom parce que justement, ils ont drafté un DB 3e round. Puis là, il était comme, OK, est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va start? Puis là, j'ai vraiment bien performé au camp. Tu sais, j'avais des bons match-ups contre Terry McLaurin. T'es comme, OK, le gars, il peut compétitionner contre Terry McLaurin. C'est notre meilleur receveur et tout. Fait que là, les fans m'aimaient beaucoup. J'ai eu une bonne pré-saison contre les Patriots. J'ai eu une bonne game contre Ja'Marr Chase, qui était aussi un rookie. Puis là, tout le monde était comme, OK, il y a lockdown Ja'Marr Chase. Comme, tu sais, ce gars-là est sérieux, whatever, tout ça. Puis là, on a joué contre les Chargers, première game, j'étais partant. Puis j'ai pas eu ma meilleure game en carrière. Je me rappelle, j'ai eu des bons jeux contre Mike Williams, mais tu sais, mon premier match-up en tant que DB, en tant que recrue, était contre Keenan Allen. Le gars, il a un des meilleurs routes de l'histoire en tant que receveur de la NFL. Puis là, moi, j'essaie de guard ce gars-là en ma première game. Il y a Justin Herbert. J'ai même pas tant de... Je pensais par ma cadence. Je me disais, OK, mon processus, c'est quoi le down and distance? OK, on est 1er et 10. C'est quoi la formation? OK, formation double 2x2. Là, tu sais, je sais même pas qu'est-ce qui se passait. Là, ça passe vite. Les balles arrivent tellement précises. Ça, c'est une des choses dans la NFL différentes. C'est pas une affaire comme, disons, on joue au cégep, puis je me suis dit, je suis demi-défensif de l'autre côté du terrain. Le corps arrière regarde pas de ce côté-là parce qu'il est pas capable de lancer de ce côté-là. Non, s'il veut courir un comeback de l'autre côté, Justin Herbert is gonna make that ball. Puis s'il lance un fade ball, ça va être le fade ball le plus parfait avec un back shoulder où tu peux même pas toucher la balle. Puis c'est ça qui est arrivé. C'était pas mon meilleur game. Puis je me rappelle sur mes réseaux sociaux, après ça, tout le monde était comme, yo, this guy is trash. Yo, send this guy back to like Canada. Like, bro, like, cut this guy right now. Send this guy back to Canada. Yeah, t'es comme, bro, like, yo, he says, like, get off social media and stuff. Like, you over here thinking about, you already made it. Like, you just cost us the game. Là, j'étais comme, alright, c'est bon, that's how it is, you know, they're gonna love you one day and they're gonna hate you another day. Puis, j'ai dû passer justement par ce moment-là. Puis ça m'a comme dit, OK, c'est bon, tu sais, c'est welcome to the NFL. Cette ligue-là, tu sais, tu vas avoir des games que tu vas pas être aussi bon, tu vas avoir des games qui vont être vraiment bons, mais il faut que tu sois capable mentalement de trouver cette place-là où tu es sain, where you have peace with yourself, où you say, OK, ben, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai donné l'effort que j'avais besoin. Si ça fonctionnait, ça fonctionnait. Si ça n'a pas fonctionné, it is what it is. On va passer au prochain, next game. Puis c'est ça la mentalité de DB, honnêtement. Tu peux avoir la meilleure game, tu vas avoir la meilleure partie pendant 3 quarts, tu laisses le dernier toucher pour perdre la partie, tu es le pire joueur sur la planète. Ouais. C'est-à-dire que malgré ça, que tu dis que c'est une de tes pires games en NFL, c'était comme ton baptême de feu, tu as fait 6 plaqués, si je me trompe pas, dans ce match-là. Donc, c'était pas... Ouais, j'avais beaucoup de plaqués. J'ai eu des bons PBU, comme on dit, des bases rabattues. Mais c'était juste, tu comprends, c'est les exceptions, comment on peut dire, les attentes, le standard de la NFL, c'était comme, OK, ce gars-là est en train de dead le camp, le rookie minicamp, le training camp. Là, on l'a vu la première game, puis il a laissé un touché, puis j'étais comme... C'était même pas une pire game. J'ai même pas laissé comme 150 verges. Je pense que j'avais laissé comme 75 verges sur un touché, mais comme on pensait que j'allais sortir une performance de Deion Sanders. C'est ça les attentes. Puis ça en tant que jeune joueur, ça m'a frappé. Mais honnêtement, là, je sais que ça fait juste partie du business. Ça fait partie de la game.
it is what it is. Puis depuis, tu as une carrière not too shabby at all, une carrière que beaucoup peuvent envier. Puis on s'apprête à continuer. Là, ça va être ta 3e saison. Yes. Ben, on est à court de temps. Fait qu'on va falloir t'inviter à un 2e épisode, mais juste avant de te laisser partir, parce que c'est ta fête, puis tu vas célébrer avec tes amis, ta famille. On te remercie de nous avoir donné autant de temps. On va juste finir avec notre segment de la fin. Léo, je te laisse l'introduire. C'est ça. Moi, j'avais juste une question, il me semble, avant. Donc, tout ça, NFL. Oui, je voulais qu'on parle rapidement, un peu juste avant notre segment de fin. Yeah. L'année dernière, je pense qu'il y a eu un gros boom. Au-delà d'être un bon joueur dans la NFL, tu es devenu un des gars les plus stylés de la NFL. Yeah. Ok, tu as été posté partout, tu as vraiment... Of course, ça allait être sa question. Ah oui, attends, moi, j'aime ça, c'est important pour moi. Et ouais, tu es posté sur Blitzfield, sur tout ça, de plus en plus, à chaque game. Yeah. Deadly swag, comme on dit à Montréal. Qu'est-ce qui t'a fait aimer ça, vraiment, là? Ben moi, honnêtement, c'est naturel, c'est organique. J'ai toujours aimé le style, j'ai toujours aimé le fashion depuis que je suis tout jeune. Tu sais, je me rappelle, je parle avec mon meilleur ami Abdel, quand on était à Rosemère, ensemble, on allait, il venait chez moi, soit j'allais chez lui, puis on créait des pages Tumblr. Ça, c'est dans le temps que Tumblr était vraiment, tu sais, vraiment, like, trending, high popular, puis tous les gars étaient là Tumblr, comme... j'ai pas entendu ce mot depuis... on se créait des pages avec les meilleurs styles, tu sais, c'est avec les Kanye West, les A$AP Rocky, A$AP Mob, Jay-Z, toutes ces affaires-là, toutes les meilleurs. Ça, c'est dans le temps que, tu sais, les Yeezy Red Octobers de Nike venaient de sortir, les Louis Vuitton, Kanye's, le Supreme, toutes ces affaires-là, on commençait vraiment à faire des listes, des mood boards avec toutes les choses qu'on aimerait acheter quand on va avoir de l'argent. Okay. On a continué à faire ça pendant plusieurs années. T'as un Pinterest là maintenant? Hein? Pinterest maintenant? Exactement. Okay. Exactement. On a continué à faire ça pendant plusieurs années. Donc, moi, mon amour pour le fashion, le streetwear a toujours été là. Là, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir beaucoup plus de ressources côté monétaire, puis aller chercher justement les items que je voulais, ben, c'était super facile de faire ça. Puis je trouve que c'est cool, honnêtement. Je me sens confortable. J'ai un bon outfit, comme on dit. Je dead le swag avant la game. Donc, je me sens confortable. Puis après, quand je vais sur je m'habille justement avec mon équipement de foot, ben justement, c'est la même chose. J'essaie d'avoir les meilleurs gants possibles, les meilleurs cleats, les meilleurs socks, towels, toutes des affaires que j'ai besoin pour me sentir confortable et dire, OK, je suis prêt à performer. Look good, play good. Look good, play good et pay good. Tu as aussi lancé ta propre marque de vêtements. Yep. The Original, justement. Puis ça, c'est venu quand je me suis fait... Quand je me suis repêché, je devais ouvrir une compagnie LLC, justement, pour tous les trucs marketing et tout ça. Puis je devais trouver un nom. Puis je me suis dit, OK, ben, je vais l'appeler The Original parce que je me suis toujours dit, je suis toujours original dans la manière que je fais mes choses dans la vie, que ce soit avec la manière que je m'habille, la manière que je voyage, la manière que je me présente sur les réseaux sociaux. J'aime toujours, même si c'est quelque chose que les gens font plus souvent, disons un podcast ou whatever, je vais toujours essayer de trouver quelque chose d'original pour être original, pour dire, OK, lui, c'est différent. On va écouter les autres podcasts, mais on va écouter celui-là avec Benjamin parce que il y a quelque chose d'original avec ça. Donc, je l'ai appelé pour The Original. Il y a un mix d'anglais aussi. La manière aussi que le The Original est écrit, c'est l'original en français. Puis, le slogan, c'est You Design Yourself. Justement, le slogan plus long, c'est Nobody's built like you, you design yourself. Ça fait tellement de sens maintenant, après avoir toute cette conversation. Exactement. Donc, you design yourself. So, don't copy somebody else. Tu veux pas mourir une copie. You were born original. So, stay original. Puis, ça, j'ai commencé ça. Puis, j'ai rencontré Rémi. Rémi, qui est mon partenaire de... Exact. Ce qui est mon partenaire de business avec la compagnie. Il a commencé avec les graphiques. C'est lui qui a fait mon graphique, justement, sur les réseaux sociaux quand j'ai été drafté la journée d'après. Puis je lui ai renvoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que tu aimerais ça faire partie de la compagnie, tout ça? Puis il m'a dit, ouais, on devrait commencer une compagnie de vêtements. Tu aimes tellement de fashion, le streetwear, tu mets des compagnies des autres personnes, mais il faudrait qu'on crée quelque chose qui est à nous. Puis le meilleur feeling, c'est justement de porter ou de vendre des items ou de montrer des choses que tu as créées toi-même. Puis là, on est rendu à notre 4e collection avec la compagnie, puis ça continue à grandir. Très cool. D'ailleurs, là, je peux pas te le montrer, malheureusement, mais j'ai un petit cadeau pour toi par rapport au Truck Fashion. Je te montre à la fin du podcast. Ah, parfait. Une fois qu'on a fini. Pour finir, on a un segment qu'on fait tout le temps avec tous nos invités. On commence par te demander ton pet peeve de la semaine, un petit truc qui t'a énervé, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être important. Cette semaine, les dernières semaines, le dernier mois. Okay. Et on finit sur la touche positive
avec quelque chose qui t'a redonné foi en l'humanité à un moment feel good, tu vois. OK. Donc, je te laisse commencer par ton pet peeve. Ça, c'est juste cette semaine, OK? C'est juste quelque Quand chose tu que... veux, OK. en vrai. Mais récemment, si possible. Un pet peeve cette semaine, c'est qu'on a dû pratiquer dehors à 1h de l'après-midi quand il faisait 100 degrés Fahrenheit. Sinon, tu serais Je mort. sais pas ce qu'en Celsius, comme Ça 30, fait, 35. non, ouais, ou juste en plus, ça fait 39, je crois. 39 avec l'équipement au complet. Ouais, ça ne marche pas. Ça fait 39, je vous le dis. 39 avec l'équipement complet, visière et tout. Donc ça, c'est mon pet peeve. Puis quelque chose qui m'a redonné foi dans l'humanité, c'est que NFL season is back. Ah, On ça, c'est sûr. And on joue les Cardinals à 1h de l'après-midi et on a notre premier sold out depuis très longtemps avec, dans le fond, je pense que justement, ils vont ramener plein de joueurs historiques de la franchise. Puis je pense que nos nouveaux propriétaires, Josh Harris, Magic Johnson, tous ces gars-là, ils font vraiment une très belle job pour ramener justement l'amour du sport ici dans le DMV. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Cowboys, c'est l'équipe la plus aimée des équipes des Amériques. Mais Mhm. honnêtement, là, c'est les Redskins dans le temps. C'est maintenant Commanders, mais les Redskins dans le temps, les années 80-90, c'était l'équipe la plus aimée au pays. Ce qui explique beaucoup de frustration dans les dernières années par rapport au name change. Il y a du monde pour qui ça les tenait à cœur. Exact. Là, you guys got over that hump, puis on dirait que le hype est back. On est back, yeah. Exact. Hâte de voir cette saison. On va suivre tout ça. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Yeah. Comme a dit Nick, on fera un épisode 2, peut-être For en sure. France pendant un camp. For real. Mais on a encore plein de sujets à aborder. Ça m'a fait très, très plaisir de t'avoir. Ça fait un moment que je voulais qu'on connecte. Et puis voilà, je trouve que c'est trop bien que notre podcast donne l'opportunité de faire ça. C'est vraiment trop cool. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu as des trucs à shout-out avant qu'on finisse cet épisode? Non, mais shout out The Original Brand. Si vous voyez ça, vous voulez faire partie de notre communauté, notre famille, aller acheter un item ou aller juste follow la page ou juste Original avec un e.brand The sur Original Instagram. That Brand. Ou c'est juste dans ma bio. Je les tag dans ma bio. Si t'es un jeune qui aimerait ça avoir l'opportunité d'être coaché par des joueurs de la NFL, de faire partie du camp Retour à l'origine, inscris-toi l'année prochaine. Montreal's on the map. Ben, je suis un joueur de foot, moi encore. Ben, toi aussi. Désolé. Oui, je suis un joueur de foot universitaire en ce moment. On vient de la même ville, Laval. Mm-hmm. Je suis depuis longtemps ton parcours, c'est inspirant. Mais aujourd'hui, cette conversation est encore plus inspirante. Fait que j'espère que ça va toucher le plus de personnes possible. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. Bonne fête encore. Yes. C'est une super belle soirée ce soir. Puis on te souhaite le meilleur match dans 2 jours, la meilleure saison. C'est ça. Ouais. Suivez Ben en regardant le match des Commanders. On ira en voir, peut-être. On essaiera de se débrouiller pour faire ça. Merci d'avoir regardé cet épisode. Merci de nous soutenir. Sur le Patreon, vous découvrirez. Allez faire un tour sur le Patreon, pardon. Ça vaut le coup. C'est vraiment trop bien. On a parlé vraiment NFL pur et dur, etc. Donc, allez faire un tour. Et merci. Et à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao out.